Hey, salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Sword and Sorcery, dans laquelle nous allons jouer les 3 derniers personnages que je n'ai pas encore présentés sur la chaîne, à savoir Icarus, Torgar et Auriel. Et comme j'en ai un petit peu marre de me palucher le prologue à chaque fois, on va pas faire le prologue cette fois-ci. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez-vous me dire? C'est une très bonne question. Eh bien, on va faire une quête faite par des fans, en anglais, traduit par la communauté française, que j'ai imprimé, que j'ai plastifié, la lettre du roi. Voilà, on va faire cette quête-là. Alors, je vous passe tout ce qui est mis en place. Vous savez la faire maintenant parce qu'il y a déjà de moult vidéos qui en parlent. Moi, j'en ai fait une aussi vidéo de mise en place rapide. Donc, la mise en place est assez classique. Hein. Déjà, tu sais que tu commences avec... alors, c'est en anglais par endroit, en français par d'autres. C'est pas très gênant. Donc, tu commences avec 2 diablotins verts, 2 brigands verts et 1 guerrier orc, celui qui a le petit G ici, là. Voilà, donc du coup, moi, je me suis aperçu que j'avais un guerrier qui était cassé, malheureusement. Celui-là, il a sa masse cassée, donc ben, voilà, j'ai un guerrier orc, bon, tant pis. Et, bon, enfin, tu as toute la mise en place, hein, tu as le cheminement des decks événements, tu as le plan, voilà, avec, il se passe plein de choses. Là, un truc qu'on n'a pas encore vu ici, c'est une porte verrouillée magiquement. C'est là, tant que tu n'as pas la clé, tu ne peux pas l'ouvrir, cette porte magique. Dommage, parce que derrière, il y a 2 coffres, a priori. Bon, des événements qui vont se déclencher là et là. Vu qu'on est 3 joueurs, on a mis un monstre ici, un nombre ici, un nombre ici. Là, une porte normale, un coffre, une zone de fouille, une zone de spawn ici, un sanctuaire là. Enfin bref, voilà. Pas trop de soucis au niveau de la mise en place. Donc, hop. Voilà ce que ça donne un petit peu en visu. Alors, donc, je l'ai incliné par rapport à... je l'ai fait pivoter de 90 degrés par rapport au plan pour avoir de la place sur le côté pour une de mes feuilles de personnage, ici, parce que sinon, j'ai pas la place. Et on va, comme d'habitude, on va passer, je pense, 20 petites minutes à présenter les personnages pour voir un peu lesquels choisir et voilà, et comment les monter. Alors ces personnages, je les connais parce que j'y ai beaucoup joué, notamment avec ces 3-là. J'ai rincé le prologue, j'ai rincé la quête, côté bon, côté chaotique. Voilà, donc là, du coup, on est reparti avec ces 3 personnages que j'affectionne, notamment Icarus, que j'adore vraiment. On va commencer par lui, d'ailleurs, tiens. Icarus. Alors, Icarus, le voilà. Icarus, où est ta figurine? Hop, tu es là. Donc, Icarus, tu sens qu'il n'est pas là pour tricoter. Hein. Armure lourde, épée, bouclier. C'est le tank, quoi. Alors, il a 2 côtés. Côté bon, c'est le chevalier de la rose blanche. Côté chaotique, c'est le chevalier de la rose noire. Voilà. Donc là, son épée brille, c'est-à-dire qu'il a plus orienté dégâts. Et là, son bouclier brille, il est plus orienté absorption de dégâts et tank. Donc, on va partir sur ce côté-là. Donc, on va présenter un petit peu les pouvoirs qu'il a. Donc, ce sont deux personnages de type force, hein, quel que soit leur côté. En défense, quand il y a une défense qui se passe, une fois par séquence, on peut devenir la victime préférée de l'ennemi ciblé jusqu'à la fin de son activation. C'est-à-dire que quand un ennemi va taper un de ses camarades, Icarus peut utiliser la provocation, sa porte à 3, pour dire non, tu vas me taper moi et pas le copain. Donc ça, c'est très très bien pour l'aspect tank d'Icarus, quoi. Il a 2 petites clés dans son bagage, pas beaucoup. Une sauvegarde de Pentax, pas terrible. 3 de mouvement, comme un peu tout le monde. Côté chevalier de la rose noire, il est impitoyable son passif. Ça veut dire que s'il y a au moins 2 ennemis de rang différents en jeu, alors attention, hein, en jeu, pas dans la zone où il est engagé, mais c'est en jeu. Toutes vos attaques contre l'ennemi de plus faible rang infligent plus une touche. C'est-à-dire que si, alors là, c'est pas très pertinent parce qu'il n'y a que des ennemis verts. Donc du coup, les ennemis verts, voilà, ça, ce n'est pas... ça s'applique pas. Par contre, tu auras un ennemi vert, un ennemi bleu, ça s'appliquerait. Ça veut dire que l'ennemi vert prendrait plus une touche. Et si tu combines ça avec une attaque de zone, c'est là qu'il y a un petit combo sympathique à faire, si tu es comme ça. Tu attaques le diablotin vert, tu as plus une touche. Tu attaques le diablotin bleu, tu n'as pas plus une touche par rapport à ça. Par contre, si tu attaques le diablotin vert et que tu arrives à provoquer l'attaque de zone avec ton arme, quelle que soit l'arme, le diablotin bleu va aussi se prendre le plus une touche. Parce que l'attaque cible lui, et après ça devient une attaque de zone. Donc du coup, tout ce qui est dans la zone prend également une touche de plus.
Donc ça, c'est un petit truc à savoir sur ce pouvoir-là. Voilà. Du coup, il est très très efficace lorsque tu as plusieurs ennemis de différentes couleurs. Ça te permet de cibler et d'être du coup très très efficace. Notamment du coup dans le prologue où tu as diablotin bleu et vert. Ça, tu peux du coup vraiment faire du dégât rapidement et t'affranchir du malus de la nuit avec ça. Après, il faut que tu aies une arme qui tape en zone. Donc, bon, une laser qui tape en zone, tu peux lui mettre, fais voir dans la planque, qu'est-ce que tu as qui tape en zone. Il n'y a pas grand-chose qui tape en zone au départ, en fait. Malheureusement, tu n'as rien même qui tape en zone. Tu as le bâton, tu vas pas lui mettre le bâton au départ, hein. Ça ne sert pas à grand-chose sur les Icarus. Mais bon, après, si tu arrives à lui choper une arme dans l'Imperium, une arme typiquement, alors pas l'arc-long, non, où qu'elle est. Ça, c'est les armures. Pas l'épée de guerre. Bah alors, le cimetière. Le marteau. Tiens, j'ai pas eu des armes dans le... Bon, je crois que j'ai pas eu une arme. L'âge de guerre, voilà. Si tu mets l'âge de guerre rapidement à lui, là, sur un éclair, il met une attaque de zone et c'est dévastateur. Clairement. Mais bon, voilà. Du coup, ça, ce sont ces deux côtés. Côté également chaotique, il a 2 d'armure, une sauvegarde sur bouclier, ce qui est plutôt bien. Et 3 de mouvement également. Donc, après, du coup, on va filtrer déjà ses pouvoirs côté bon, côté chaotique. Alors, pourquoi des pouvoirs, je n'ai que ça? Il me manque des pouvoirs pour Icarus, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oriel. Je pense qu'il y a un petit souci dans mes cartes. Alors, attendez, je pars à la recherche des cartes et je vous retrouve juste après. Hop, j'ai retrouvé, c'est bon, j'avais perdu une carte. Il n'avait pas son pouvoir loyal. Donc déjà, vu qu'il va être niveau 1, Icarus, on va déjà dégager tout ce qui n'est pas accessible au niveau 1, de toute façon. Ah oui, j'ai pas montré Saru. Saru, en niveau 1, Icarus, il commence avec, en loyal, 6 points de vie, une action de combat, une action spéciale, un pouvoir. Et également pareil, il y a la même chose en côté chaotique. Mais nous, on va jouer côté loyal. Pour la provocation, on va faire notre tank. Alors, ces différents pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a? Le frappe de la rose, ça aveugle les ennemis dans la zone. Bon, c'est niveau 2, mais tous les ennemis sont aveuglés, c'est plutôt bon. Au contraire, il a en côté chaotique, l'ennemi ciblé avec un PV restant subit une blessure. Ben, ça va être d'achever quelqu'un, quoi. Grosso modo, s'il ne reste plus qu'un point de vie à un ennemi, hop, avec ce pouvoir-là, ça l'achève parce qu'il subit une blessure. Voilà. Il peut avoir un maître bouclier, donc c'est une action gratuite. Effectuer une attaque supplémentaire avec le bouclier. Cette attaque inflige, sur un éclair, ça inflige KO. Donc tu peux effectuer une attaque supplémentaire, c'est gratuit. Donc tu peux, par exemple, là, typiquement, si tu as un bouclier, tu fais ça, tu rends l'adversaire KO et après tu le tapes. Donc c'est pas une action de combat, c'est une action gratuite. Donc tu tapes d'abord avec ton bouclier, ça le repousse ou pas, peu importe, si ça n'a pas bougé, tu bouges et après tu le retapes derrière. Donc c'est très puissant. Maître épéiste, votre prochaine attaque avec une arme à 2 mains inflige plus une touche, moins 1 armure. Donc tous les tours tu peux faire ça, donc ça peut être très puissant aussi si tu tapes avec des armes à 2 mains. La prochaine attaque occasionne sur vous moins une touche par random divisé par 2 en défense. La présence imposante, sauf si vous êtes KO, on compte pour 2 figurines dans le contrôle et la domination d'une zone, niveau 1. L'attitude agressive, jusqu'à la fin du tour, j'ai plus une touche en attaque, par contre ça me fait moins 1 d'armure en défense. Et après c'est niveau 3, fendre, la prochaine attaque de mêlée avec une arme peut toucher jusqu'à 2 ennemis dans la même zone. Voilà, donc j'ai une sorte de mini-attaque de zone, ce qui peut être très intéressant quand tu joues Chevalier de la Rose Noire. Voilà. Mais bon, du coup, nous on va être Chevalier de la Rose Blanche. Donc on va déjà trier tous les sorts qui ne sont pas possibles. Donc tous les sorts niveau 1, je les prends. Tous les sorts niveau 2, je les dégage. Et chaotique est bon, voilà. Donc Icarus se rend compte qu'il a beaucoup de sorts communs entre ces deux branches. Il a que 2 sorts spécifiques. Voilà. Donc du coup, j'ai que je le prenais côté bon. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, maître épéiste, donc j'essaye de mon tank Icarus. Donc du coup, il n'aura pas d'arme à 2 mains pour l'instant. Donc je ne vais pas lui prendre ça. Ça, c'est sûr.
Il attaque au bouclier, c'est gratuit, mais est-ce que je peux le mettre à bouclier au départ? Je pense que oui, donc ça peut être une bonne option. La prochaine attaque, on trouve occasionne moins une touche. Je pense un cooldown de 2, ça peut être sympa aussi. Présence imposante, sauf si KO vous comptez pour 2 figurines dans le contrôle de la zone. Bon, ben, je pense que c'est évident. C'est ça qu'on va prendre. Je vais lui relire la dernière. Attitude agressive, plus une touche, par contre, moins un d'armure. Donc, du coup, non, c'est clairement dans sa posture offensive que c'est intéressant. Donc, j'ai le choix entre ces 3 cartes-là. Et je vais prendre la présence imposante pour Icarus. C'est-à-dire que maintenant, Icarus, quand il est en 1 contre 1 contre un monstre, quand il est comme ça, par exemple, Icarus, avec sa présence imposante, c'est un passif, sauf s'il est KO, il compte comme 2 figurines pour contrôle de domination. C'est-à-dire que je domine la zone ici, je la contrôle et je la domine. Donc déjà, j'aurais plus une touche contre le diablotin. Donc ça peut être très très intéressant de le mettre au milieu de la mêlée. Voilà. Donc ça va être Icarus. Donc Icarus, je vais le mettre par là. Hop, avec son sort ici. Voilà. Ensuite, on a qui? On a, je vais prendre Torgar. Torgar, l'archétype, disons, classique, du clerc, du nain, voilà. Donc il a deux côtés, un côté bon, un côté chaotique comme tout le monde. Hein. Son côté bon, c'est un clerc, donc il a une faveur divine en passif, ça porte à 3. Une fois par séquence, le héros ciblé peut relancer un maximum de 1 dé par random divisé par 2. Donc il peut faire des relances de dés, que ce soit offensif ou défensif, ça c'est plutôt cool. 3 avantages dans sa besace, une sauvegarde d'étoile, ce qui n'est pas terrible, et 3 de mouvement. Sinon, il peut être mettre des runes, donc plutôt côté offensif. Une fois par séquence, tous les ennemis de n'importe quelle zone contenant un jeton rune subissent une blessure par acte. Défausser ensuite tous les jetons runes en jeu. Donc les jetons runes, il peut mettre des runes sur le sol qui font différentes, quand on verra les pouvoirs, qui font différentes actions, qui soignent. Je crois pas que ça soigne, soit que ça blesse, les runes de Torgar. Donc il a moins de place dans son inventaire, 3 de mouvement comme tout le monde, et un pentacle en sauvegarde. Voilà. En termes de points de vie, Osaru, côté bon, il a 6 points de vie, côté chaotique, 6 points de vie, une action d'attaque, un pouvoir, une action spéciale, un pouvoir, et côté loyal, c'est la même chose, 6 points de vie, voilà, etc. Donc du coup, je vais le prendre côté loyal, je pense. On va faire quand même un tour des différents sorts. Donc on va mettre les sorts côté loyaux comme ça, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a une rune offensive, C'est une action gratuite. Il peut placer un jeton rune. Alors, le jeton rune, c'est des petits tokens que je trouverai après dans la boîte. Je ne sais pas trop où elles sont, je ne sais pas si je partirai là-dessus. Tant que ce jeton est présent, toutes les attaques réalisées par les héros dans cette zone, les pentacles comptent comme plus une touche. Retirez le jeton lors de la prochaine phase de préparation. Donc, c'est un bon sort de soutien. C'est gratuit. C'est un cooldown de 2. Il peut être commandant également. L'ennemi ciblé doit réaliser une attaque contre un autre ennemi de sa zone. L'ennemi ciblé doit être vert, l'ennemi ciblé doit être bleu. Donc effectivement, c'est, je pense, efficace au départ. C'est qu'un ennemi va taper un autre ennemi. Intéressant. Ça, c'est côté loyal, côté chaotique. Nous avons la purification. Le héros ciblé soigne 2 blessures et retire un handicap ou tous ses handicaps. C'est niveau 2. Par contre, je ne pourrais pas le porter tout de suite, donc je vais le mettre directement de côté. Mais ça, c'est très très bien, c'est du soin. Soin des blessures, Torgar en mode normal. Hein. Le héros soigne 2 blessures. Le héros ciblé soigne 2 blessures. Quelle blessure ou 6 blessures en fonction de la puissance du pouvoir. Donc ça, c'est un sort que je peux prendre, c'est niveau 1. C'est très très intéressant. La sphère de protection. Jusqu'à la prochaine phase, toutes les attaques réalisées par les ennemis contre n'importe quel héros dans votre zone, moins une touche. Donc également, il a un gros debuff de protection qui permet de protéger tous les ennemis, enfin tous les héros dans la zone. Donc c'est plutôt bien. Également, la bénédiction. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros ciblé gagne plus une touche, plus un armure. Donc là, du coup, avec ça, il peut vraiment aider Icarus à se défendre. Ça peut être bien avec plus un armure. On a également une rune défensive. Tant que ce jeton est présent dans la zone, toutes les attaques réalisées par les ennemis dans cette zone, les pentacles comptent moins une touche. Voilà. Donc autant la rune offensive, c'est les pentacles qu'on lance nous, héros, ça compte plus une touche, mais là les pentacles que font les ennemis, ça fait moins une touche. Ça c'est plutôt bien. Et après on a la frappe éclair, mais bon, frappe éclair, c'est de l'arcane. C'est niveau 3. Donc du coup ça je ne pourrais pas le prendre. Voilà. Du coup Torgar va être orienté, de toute façon, je vais prendre le côté bon. Parce que les runes, j'aime pas trop ça, je préfère vraiment m'orienter là, sachant que son pouvoir ici faveur dit. Ah, j'ai pas regardé les pouvoirs qu'il avait en cri spectral.
Quand il est mort, crise spectrale ici, il soigne 2 blessures. Donc, ce qui peut être très très intéressant. Et là, il soigne une blessure à handicap. Voilà, donc effectivement, même si le côté rune, maître des runes est plus offensif, il fait quand même du soin. Hein. Et crise spectrale d'Icarus, l'ennemi ciblé est repoussé. Voilà. Donc, tu vois quoi? Tu vois qu'il a aussi un pouvoir chaotique et un pouvoir loyal, et tous les autres sont des pouvoirs génériques. Voilà. Donc je pense que je vais partir côté loyal. Donc la rune offensive, je l'enlève. Elle ne me sert pas. Et de toute façon, je vais prendre le soin des blessures. Parce que les autres, c'est des protections moins une touche. Mais je n'ai pas de sort de soin avec Icarus et avec Auriel non plus. Donc du coup, il faut quelqu'un pour me soigner. Ce quelqu'un va être Torgar, qui va nous soigner. Du coup, voilà. Hop. Donc c'est Torgar. Son premier sort va être un sort offensif, un sort de soin. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais mettre les personnages. Parce qu'en termes de place, ça va être un peu compliqué. Je mettrai, je pense, Riel devant, là. Attends, alors je pousse les ennemis là. Le problème, c'est que le plateau de jeu est assez grand, là. Il est plus grand que le prologue. Donc, il faut que j'essaie d'optimiser ma place. Et enfin, on a Auriel. Alors, du coup, on a un tank, on a un soigneur. Maintenant, il faut quoi? Il nous faut un dégât, hein, tout simplement. Donc, Auriel, elle a deux côtés. Elle a un côté vraiment orienté contrôle. L'ensorceleuse et un dégât orienté dégâts. Un côté orienté dégâts qui est l'enchantresse. Donc, côté loyal, focalisation. Avant de réaliser un jet d'attaque ou de défense, on peut choisir de lancer un dé de moins pour obtenir un pentacle. On verra que c'est très intéressant pour aller comboter avec... avec la manipulation des glaces. Voilà. Alors, c'est pas forcément très intéressant au départ, parce qu'elle est étourdie sur 2 pentacles. Par contre, quand tu as niveau 3 et que tu as l'ensorceleuse Auriel, tu enlèves un dé d'attaque ou de défense. Tu vois, tu retires un de tes 3 dés ici. Et l'adversaire est forcément étourdi. Et ça, c'est très très puissant. Étourdi, c'est que l'adversaire perd sa prochaine activation. Donc quand tu es niveau 3, quand tu es ensorceleuse niveau 3, ce combo-là, manipulation des glaces, et ça, c'est terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Gardien des arcanes, donc ça c'est côté enchantresse, côté chaotique. Une fois par séquence, on réalise une attaque supplémentaire avec une baguette. Donc elle peut faire une attaque de base avec un pouvoir, ou un bâton, ou n'importe quoi. Et si elle a une baguette sur elle, elle peut faire une attaque avec une baguette. Voilà. Bon, les baguettes, il n'y en a pas dans la planque, il faut aller les chercher après, mais bon. On va regarder un peu ses pouvoirs. Donc j'ai présenté la manipulation des glaces, donc là côté loyal. Donc c'est une attaque, hein, c'est pas un pouvoir, attention. 2 touches, un dé rouge, sur un éclairement d'armure, sur 2 pentacles étourdis, c'est vraiment un très très bon sort. Tu lances 3 dés bleus en plus, bon c'est un cooldown de 2, c'est assez balèze. Ah tiens, ce que j'ai pas montré, c'est son arme de talent. Donc côté loyal, côté donc ensorceleuse, 4 points de vie, une action d'attaque, une action spéciale, elle a 2 pouvoirs, commence avec 2 pouvoirs, ça c'est très intéressant. Et côté ensorceleuse, elle a que 3 points de vie, attention, une action d'attaque, un pouvoir, une action spéciale et 2 pouvoirs. Donc du coup, il y a moyen de faire tourner les pouvoirs de manière assez intéressante. Donc ça, c'est ensorceleuse des glaces. Ensuite, elle a sa lueur dansante. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi ciblé a moins une touche, moins un d'armure. Donc ça peut faire ça tous les tours, c'est gratuit. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, c'est du neutre. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, elle a une peau de pierre. En défense, elle a +1, +2 ou +3, enfin voilà, plus un petit bouclier pour avoir ça les touches, donc tous les tours. Ça, c'est intéressant aussi. Elle a le sommeil, c'est une attaque. Tous les ennemis dans la zone ciblée deviennent étourdis et KO. Alors, on n'affecte que les ennemis verts et n'affecte que les ennemis bleus. Donc, c'est-à-dire que vers la fin de la partie, où tu auras des ennemis rouges, ça ne marchera pas et les violets, tu oublies. Donc, bon, ça fait quand même une action d'attaque utilisée pour ça. Par contre, effectivement, étourdi et KO, c'est plutôt balèze. Hein. Donc, c'est une action générique qu'elle peut prendre des 2 côtés. Invisibilité. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, vous ne pouvez pas directement cibler par les ennemis. Bon, c'est un sort niveau 3, donc je le mets de côté, ça ne m'intéresse pas. Tous les autres sorts, pour l'instant, c'est des sorts que je pouvais prendre niveau 1, donc ça, c'est bon. Illusion, ça c'est très bon sort, mais c'est côté loyal. Donc on va générer 2 petits jetons illusion. Donc si on n'a plus de jetons image, on génère 2 jetons avant de défendre de l'ensemble des bleus pour chaque jeton image restant. Si on obtient un petit bouclier, on défausse un jeton en ignorant l'attaque. Voilà, donc si j'ai 2 images, je lance 2 dés
Si je fais au moins un bouclier, je défausse un jeton, l'attaque est ignorée, même si l'attaque aurait dû me tuer, me faire 35 000 points de dégâts, ça a généré une copie d'Auriel, et du coup ça ne l'a pas tué. C'est niveau 1. Ensuite, on a quoi? On a l'aspiration vitale. Alors ça ressemble un peu au drain de vie d'Onamor, je crois que c'est à peu près la même chose d'ailleurs. C'est une action d'attaque, une touche, sur un éclair ça fait plus une touche, mortel sur un éclair, combinaison éclair par attaque, mortel 3. Donc vous soignez autant de blessures que les dégâts infligés à l'ennemi, donc c'est tous les 2 tours, un dé rouge, 2 dés, un dé rouge et 2 dés bleus. Donc plutôt sympa, côté chaotique. On a la princesse du tonnerre, Auriel, donc alors là c'est un gros sort, une action d'attaque qui porte à 4. Donc tu peux faire une attaque de zone, sur 2 éclairs, et si jamais tu fais également un éclair et un patac, tu as un KO automatique. Donc tu peux faire une attaque de zone chaotique, faire tout le monde KO en zone, voilà. Et ça inflige un dé rouge, un dé bleu. Donc c'est une attaque de zone, c'est pas très très puissant, mais ça, ça existe quoi, et ça fait une attaque de zone. Donc après ça devient quand même beaucoup puissant, niveau 5, tu as 3 dés rouges, un dé bleu, c'est une grosse attaque de zone. Ensuite, tu as le maître des flammes. Alors, maître des flammes, tu obtiens quoi? Tu obtiens une touche automatique, un dé bleu, 3 dés rouges, tu lances, c'est un cooldown de 2, feu 1 sur un éclair et feu 2 sur un éclair et un pentacle. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est côté chaotique. Et enfin, côté neutre, elle a l'éclair magique, une action gratuite. L'ennemi ciblé subit une blessure. Donc c'est du, voilà, t'as pas lancé les dés, c'est une blessure automatique. Voilà, ça c'est quand même bien. D'avoir ce genre d'option, de pouvoir blesser automatiquement un ennemi sans te poser de questions, il subit une blessure, quoi. Donc du coup, je vais partir de toute façon sur l'enchantresse. Pourquoi? Parce que j'ai un tank. J'ai du soin avec Torgar, j'ai du tank avec Icarus, et il me faut du dégât. Et les dégâts, c'est Auriel qui va me... Auriel est là. C'est Auriel qui va me le fournir, ce dégât. Voilà. Donc je pars en mode chaotique. Donc déjà tout ce qui est loyal, je l'enlève. Voilà. Auriel a la particularité, c'est d'avoir beaucoup de sorts utilisables dès le début. Voilà, il y a très peu de sorts qui sont pas utilisables, même tous. D'ailleurs, à part l'invisibilité, tous les autres sont utilisables dès le début. Donc Auriel, qu'est-ce que je vais lui mettre? Donc, alors déjà, je veux qu'elle fasse du dégât. Donc, pour faire du dégât, déjà, elle a 3 points de vie. Donc, je pense que prendre l'aspiration vitale, ça peut être une bonne solution pour soulager Torgar du soin. Voilà. Si jamais il y a du soin à faire, je pense que l'aspiration vitale, ça peut être très intéressant pour faire en sorte que Torgar utilise plutôt son soin sur Icarus plutôt que sur Auriel. Après, j'ai le choix entre plusieurs choses. Soit, donc ça c'est une action d'attaque, hein, et là c'est aussi une action d'attaque. Alors, je ne peux faire qu'une action d'attaque par tour. Est-ce que je ne prendrais pas soit un petit pouvoir, donc ça c'est de l'attaque, ça c'est une action gratuite. Elle n'a pas de pouvoir, de toute façon Auriel, donc ça, son action spéciale va lui servir uniquement à faire cette action-là, si j'arrive à lui mettre une baguette, sinon ça va être pour renforcer son attaque. Ou alors, au lieu de prendre le maître des flammes, et du coup faire une touche, une blessure, 3 dés rouges, je suis sûr qu'avec ça, je fais forcément une blessure. C'est un cooldown de 2, comme les autres sorts en fait. Du coup, si je gère bien mes cooldowns, grosso modo, je peux faire une attaque à chaque tour, cela dit. Attaque de zone, ça peut être sympa aussi, une petite attaque de zone là. C'est vrai que je n'ai pas d'attaque de zone, mais bon, c'est quand même assez fait par un des rouges, un des bleus. Après, j'ai des ennemis, mais bon, les ennemis, les guerriers orques, ils ont beaucoup de points de vie. D'ailleurs, le guerrier orque, ce serait bien de regarder un petit peu ce qu'il fait après. Je représenterai les pillards, le déboîtant, on les a vus. Le guerrier orc, on ne l'a pas encore vu. On verra un peu après sa feuille. Donc l'aspiration vitale, et vu que j'ai envie de prendre du dégât, je vais quand même, je pense, partir sur la maîtresse des flammes. Une touche, 3 dés rouges en attaque. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment, vraiment brutal avec ça. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. Non, c'est pas parti. On n'a pas encore fini. Donc, hop, elle est comme ça. Auriel, elle est là. Donc où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre de l'autre côté devant moi ici pour pouvoir avoir devant moi ma piste de dés tranquillement là. Donc elle a que 3 points de vie, il faut que je fasse gaffe. Et du coup, ce sont 2 actions de combat. Donc par contre, ils ont des cooldowns de 2. Donc du coup, je pourrais, hop, un tour sur 2, lancer l'un. Et puis quand l'autre sera chargé, l'autre sera en cooldown. Donc à moi de gérer au mieux que je peux les cooldowns. Donc je leur mets leur petite pastille d'activation.
à chacun. Oula, le jeu commence à être usé. Je dis qu'on allait regarder un peu ce que fait Gary Orc en termes de dégâts. Gary Orc, il tabasse fort, hein. Hache et bouclier, c'est un des rouges, 4 des bleus. Sur un éclair, il repousse. En arme secondaire, il fait une hachette qui fait moins 2 d'armure. Donc, si jamais il est au corps à corps, il attaque avec hache et bouclier. S'il a une zone, il se déplace pour engager et utilise son cri de guerre. Et après, il attaque avec hache et bouclier. Cri de guerre, qu'est-ce que c'est? Cri de guerre, c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation. Tous les autres humanoïdes dans la zone gagnent plus une touche. Alors, les humanoïdes, c'est simple. C'est marqué ici. Le guerrier est un humanoïde, donc si tous les autres lui gagnent pas une armure, mais s'il y a un pillard qui est à côté de lui, le pillard va gagner une armure. Ce qui n'est pas le cas du diablotin qui est un monstre. Voilà. 2 à 3, il utilise hachette, il utilise cri de guerre, et si jamais il n'est pas à portée, il se déplace, il attaque hachette, le héros le plus proche en ligne de vue, distant de maximum 2 zones. Voilà. Il est imposant, il compte comme 2 figurines dans le contrôle et la domination de la zone. S'il est KO, il compte comme une figurine, donc il est quand même bien présent. C'est un mur protecteur. Cet ennemi ne s'est pas déplacé lors de la séquence, il gagne plus une touche, plus un bouclier, pardon. Et le cri de guerre, on l'a vu, jusqu'à la fin de la phase de préparation, tous les autres humanoïdes gagnent plus une armure. Voilà. Donc là, il absorbe une touche, là, il gagne plus un armure. Et je pense qu'on a fait le tour, on va peut-être pouvoir commencer la partie. Et donc, il est temps de lire le texte d'introduction de cette quête. Donc, l'acte 1, c'est donc un truc qui se passe dans l'acte 1. L'auberge du roi. La lettre du roi, pardon. Introduction. En rentrant à l'auberge de Talon, l'aubergiste vous informe que le capitaine Anne vous attend à une table et vous désigne celle-ci. Le capitaine Anne vous informe qu'elle a été mandatée par le roi pour vous proposer une mission et vous explique la situation. Alors, effectivement, il y a des personnages ici dont on va parler, notamment le capitaine Anne, Jack Crow, etc. Des personnages dont on va parler qui sont introduits dans le jeu. Pas dans le prologue, mais après les quêtes du prologue. Voilà, donc ce sont des personnages qui, donc, du coup, dans les auteurs de cette quête s'en sont servis pour faire une narration autour. Donc c'est très... voilà. Nous subissons depuis de nombreux mois des attaques sur nos navires de commerce de la part d'une bande connue sous le nom de la Compagnie des Loups de Mer. Nous pensons qu'une personne détient des informations essentielles pour démanteler cette bande. J'ai besoin que vous trouviez un orque du nom de Gront, connu pour être un des fidèles disciples de Jack Crow. Suivant une information, Gront s'apprêterait à appareiller un navire ce soir. Rendez-vous donc sur les quais du Nord pour enquêter. Si vous acceptez cette mission, le roi vous propose 100 couronnes et une arme d'âme avant votre départ. Les armes d'âme, c'est les armes les plus puissantes du jeu, je vous les montrerai après celles qu'on a à disposition. Avant de partir, elle vous fait une direction de Gront. C'est un orque plus massif qu'un orque normal. Une large cicatrice lui traverse le visage et il possède un œil vairon. Le soir venu, les héros se rendent sur le quai. Voir Livre des Secrets 1.1. Alors, Livre des Secrets 1.1, je prends dans ce que j'ai plastifié et je vais au Livre des Secrets 1.1. Alors, par contre, ça se plastifie un peu dans n'importe quel sens, c'est marqué comme ça, voilà. Donc, alors, là, c'est la nuit. Alors, du coup, il y a quelques règles spéciales. Donc, d'ailleurs, il faut que je m'équipe avant. Donc, règle spéciale du scénario. Visitez l'Imperium avant le début de cette quête et profitez de l'avance du roi. 100 couronnes et une arme d'âme pour vous équiper. Donc, la nuit, les 2 premières séquences, toutes les attaques font moins une touche. Donc, dans toutes les attaques, c'est les attaques aussi des monstres. Hein. Vous pensez, voilà, c'est pas forcément les attaques des héros, là, c'est toutes les attaques font moins une touche. La quête échoue, c'est la dernière carte événement est défaussée ou si tous les héros sont sous forme âme fantôme. Voilà. Donc du coup, j'ai 100 couronnes pour aller m'équiper, donc ça c'est plutôt cool, et pour aller choper également une arme spirit, ce qu'on appelle les armes d'âme, les armes spirit, qui sont les, donc je mets 100 couronnes ici, qui sont les armes les plus puissantes du jeu. Alors les armes spirit, où sont-elles planquées? Elles sont là. Alors, il y en a, ça c'est acte 2, il y en a 3 dans le jeu de base, hein. Voilà. Attends, hop. Il y en a 3 dans le jeu de base. Oui, ils sont là. Donc, les 3 armes sont les suivantes. Donc, tu as la lame gelée. Donc, portée uniquement par les personnages dextérité et force. Donc, Icarus pourrait s'en servir. Elle fait plus une touche, X des rouges, 1 des bleus,
X est le rang divisé par 2. Donc plus tu es puissant, plus tu peux t'en servir. Donc au départ, forcément, elle n'est pas très très puissante. Hein. Sur le petit symbole, sur l'ascenseur, il était étourdi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sur un éclair, ça provoque moins d'armure. Elle a un côté plus puissant. Tu gaspilles 2 points d'âme. Et ce faisant, elle gagne ça. Alors je crois que c'est jusqu'à la fin de la prochaine séquence. Et après, elle redevient en mode normal. Voilà. Donc c'est qu'elle elle monte en puissance quand tu fais ça. Quand tu la mets, quand tu claques des points d'âme, du coup, elle fait 2 touches, étourdie sur un pentacle, et sur 2 éclairs, on ignore carrément les armures. Voilà. Et pas moins armures, on ignore toutes les armures. On a le spectre mystique. C'est une arcane, une baguette. Donc pas mal pour notre ami Auriel. Hein. Donc pareil, donc une touche, un dé rouge, un dé bleu, X étant le rang divisé par 2. Ça attaque en zone, ça peut être très sympa, et sur un pentacle, ça ignore complètement les armures. Et du coup, en mode avancé, elle fait 2 touches, c'est à peu près la même chose, zone de 1 par contre. Voilà, elle fait une zone d'effet à 1, et là dans ce cas-là, elle fait une zone d'effet à 0. Et après, on a le miroir d'or, qui est un bouclier, alors qui est sympa, mais je ne suis pas forcément fan du truc. Parce qu'une fois par séquence, avant de défendre, tu lances un dé bleu. Si jamais tu fais un petit pentacle, tu rediriges l'attaque contre l'attaquant. Donc si jamais il t'envoie une grosse praline à 37 points de dégâts, c'est lui qui la prend. Voilà. Et en mode avancé, c'est 3 dés bleus. Donc par contre, il faut arriver à faire un pentacle là-dessus. Le problème, c'est si jamais tu fais ça, il t'octroie pas de petits bonus. Donc je ne suis pas forcément fan de ce bouclier-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc le bouclier, j'ai dit non. Donc, soit j'ai le choix entre le sceptre ou la lame gelée. Le problème, c'est que mes personnages... Alors, voilà, il faut voir que ce sont des armes qui vont gagner en puissance au fur et à mesure de la partie. Donc, le sceptre, ça peut être très intéressant pour le donner à Auriel, du coup, parce que c'est une action d'attaque. Alors, le problème, c'est qu'Auriel, elle a quand même 2 sorts d'action d'attaque. Mais, grâce à son action spéciale, tu peux réaliser une attaque supplémentaire avec une baguette. Donc du coup, elle peut utiliser ses pouvoirs, plus ça, du coup, à chaque fois, à chaque tour. Au lieu de renforcer une attaque avec son pouvoir, elle peut faire ça. Et ça, c'est plutôt cool. Tandis que j'ai la lame gelée que je peux donner à Icarus. Sachant qu'il y a des armes aussi très sympathiques. Mais je pense que, de mémoire, la baguette... Alors attends, après, il faut que je vois ce que j'ai en armes côté... Attends, ça, c'est les armures. Ce que j'ai en armes côté Imperium, en fait. Côté, voilà. Donc ça, c'est une arme à 2 mains, non. Le marteau, non. La hache de guerre, non. L'épée longue... Attends, j'ai vu une baguette, là, aussi, qui traînait quelque part. La baguette magique. Ouais, la baguette magique, elle est vraiment pas terrible. Celle qui est dans l'Imperium. Par contre, des épées, si tu veux, la lame gelée, je sais que le cimt... non, je sais que j'ai un glaive, une épée longue, pardon. Une épée longue, voilà, elle n'est pas ridicule, quoi, par rapport à la lame gelée. Bon, il n'y a pas le étourdi, mais bon, tu vois, enfin, t'es pas forcément ridicule, voilà. Donc, je vais prendre le sceptre, donc en arme spirit, voilà. Que je vais donner à notre ami Auriel. Voilà. Et après, j'ai 100 pièces d'or que je peux dépenser à ma guise dans l'Imperium. Alors, entre l'Imperium et la planque. Hein, bien sûr, la planque, c'est des trucs gratuits que tu peux aller choper. Tu peux aller choper des équipements dans la planque sans le moindre problème. Hein. Donc, le sceptre, je le mets à Auriel. Alors, ça, c'est la planque. Ça, c'est l'Imperium. On verra après. Donc, déjà, en armure, donc je vais me concentrer sur Auriel pour commencer. En armure, de toute façon, Auriel, elle, eh ben, de toute manière, elle n'a rien ici, qu'elle puisse le porter dans l'Imperium. Donc du coup, elle va taper dans la planque. Auriel, de toute façon, Auriel n'a pas de certification. Le seul armure qu'elle peut porter, elle, c'est la robe des arcanes. Voilà. Donc elle va prendre celle qui est là. Une fois par séquence, elle peut lancer un dé d'attaque ou de défense. Voilà, ça c'est son armure. Et est-ce que j'ai envie de prendre une autre arme? Non, parce que du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai ma baguette, j'ai l'orbe des arcanes. Auriel, on est équipé en équipement. On verra après ce qui nous reste pour nous équiper plus en détail, quoi. Alors ensuite, on va s'occuper de notre ami Icarus. Alors Icarus, donc on a 100 pièces d'or. Hein.
100 pièces d'or, qu'est-ce que j'ai comme armure déjà pour Icarus à 100 pièces d'or? Que je n'ai pas, bien sûr, dans la... Ben, j'ai pas grand-chose, les armures, c'est la... J'ai que ça comme armure? Où sont toutes mes armures? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai mélangé les trucs, je pense. Armure. J'ai que 3 armures ici? Non, ça m'étonnerait que j'ai que 3 armures, là. Ah, peut-être bien. Peut-être bien, remarquez. Parce qu'il y a beaucoup d'armures qui sont dans la planque. Donc, j'ai une armure de plaque, mais elle coûte 120, donc je ne peux pas l'acheter. Une côte de maille et une armure de cuir. Donc bon, bah, la côte de maille, non. Je sais que la côte de maille, elle existe également dans la planque. Tu vois, donc typiquement, je sais que pour 90, je peux acheter... Il me restera 10 pièces d'or, mais je peux m'acheter directement une côte de maille. Et ainsi équiper en côte de maille à la fois Torgar et Icarus. Ça peut être une bonne idée, parce que après côté planque, côté permis, il n'y a pas de bouclier. Et ah oui, je pourrais lui mettre une masse à Icarus, mais Icarus, le bouclier à pointe n'est pas forcément très intéressant. Bon, on va faire ça. Je pense qu'on va quand même miser sur la défense. Donc, Icarus, il va s'acheter ça pour 90 pièces d'or. Hop, donc il lui reste 10 pièces d'or. Voilà. Et c'est tout ce qu'on achète. Il nous reste 10 pièces d'or, on va voir ce qu'on en fait après. Et après, on va taper dans la planque pour pouvoir s'équiper. Donc, force foi, il peut la mettre, ça c'est bon. Il va prendre un bouclier, Icarus, qu'il va mettre ici, voilà. Et il va prendre, Icarus, je vais prendre un glaive, Icarus, de toute façon, ici, voilà. C'est tout ce qu'il peut prendre de manière assez sympathique. On va essayer de coller au personnage. Et du coup, notre ami Torgar qui est ici, lui, va prendre la côte de maille de la planque et le marteau de guerre. Voilà. Et c'est tout. Vous savez que j'ai pas acheté de potions avec mes 90 pièces d'or, j'aurais pu acheter des potions. Je n'étais pas obligé d'acheter les 2 côtes de maille. J'aurais pu donner une armure de cuir à Torgar. Voilà. Donc, je pense que ça peut être pas mal de lui mettre une petite côte de maille quand même, histoire qu'il puisse défendre, quoi. Ok, donc du coup, voilà, les achats sont faits. De toute façon, ça c'est bon. Et on va pouvoir du coup lire le point de cheminement maintenant. Le point de cheminement 1.1 du livre des secrets. C'est l'introduction. En arrivant sur le quai, donc là le quai, c'est là où on est sur le quai, on est ici. En arrivant sur le quai, indiqué par le capitaine Han, les héros aperçoivent des hommes transporter des caisses vers un navire et vers un bâtiment situé à côté. Alors je pense que le bâtiment, ça doit être ça, et le navire c'est ça, ou l'inverse. Le bâtiment c'est peut-être ça, et le navire c'est ça. Ça m'a l'air d'être un quai, en fait, ici avec ça le bateau. Et là, ça m'a l'air d'être plutôt un entrepôt. Avec là, je ne sais pas ce que c'est. Vous remarquez que la porte de ce bâtiment semble émettre une aura dorée. Ah oui, alors donc le bâtiment c'est ça. Non, autant pour moi, le bâtiment c'est ça, avec l'aura dorée, je pense, parce que du coup, elle a un verrou magique, celle-là. Donc on ne peut pas rentrer dans le bâtiment tant qu'on n'a pas la clé du verrou magique. Ok, donc les caisses, donc là-bas, là il y a le navire, par là. Je pense que ça c'est le navire. D'accord, ok, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça, c'est le bâtiment, l'entrepôt. En se rapprochant sans dissimuler, ils peuvent entendre les hommes parler entre eux et se vanter des plans de conquête de Gronte. Un des hommes évoque le fait que Gronte soit passé de sa position de second de Jacro à celle des chefs des rebelles de la côte de Talon connus sous le nom des compagnies des loups de mer. Les hommes parlent aussi des préparatifs pour finir... Non, les hommes parlent aussi des préparatifs à finir, voilà, parce que sinon, pour que le capitaine et ses hommes embarquent à nouveau sur la mer des périls. Gronte doit donc se trouver sur ce navire et avec lui les informations que le roi veut. Les héros voient aussi passer des orques et les hommes se taisent sur leur passage. Plus tard dans la nuit, ils entendent une clameur festive en provenance du navire. Sûrement pour fêter la fin des préparatifs et le départ du prochain navire. Les héros attendent que les bruits cessent et que le quai se vide pour décider à passer à l'action. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour l'instant en termes de narration. Donc du coup, là on va... Donc la pièce d'or, je vais la donner à Icarus. Voilà, Icarus, il a une petite pièce d'or sur lui. Et comme Icarus est mon ami, mon tank, Icarus, il va faire 3 de mouvement. Et allez voir ce qui se passe ici. Parce que là, c'est la zone de résurrection. Donc je vais faire 1. Alors attends, on est en phase de nuit. Il faut que je mette un petit -1 ici pour me rappeler que tout le monde a -1. Donc je vais en mettre 2 pendant les 2 prochaines séquences. C'est ça, la nuit,
La nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Attends, où est-ce que j'ai vu la nuit? Dans les règles spéciales du scénario, moi. Sous les règles, voilà. Pendant les deux premières séquences, tous les attaques font moins une touche. Voilà. Donc première séquence, on sera à moins une touche. Deuxième séquence, on sera également à moins une touche. Faut que je pense à retirer les tokens. Donc du coup, j'ai dit 1, 2, on arrive au point de cheminement 1, qui est ici. On va lire ce qui se passe. Donc point de cheminement 1, il faut que je lise le 1.2 du livre des secrets. Donc je vais prendre le livre des secrets qui est ici et chercher le 1.2. Point de cheminement 1. En sortant dans l'endroit d'où vous observiez, les héros tombent nez à nez avec deux créatures. Aïe. Les deux créatures montent les griffes et attaquent les héros. Placez le diablotin vert et le diablotin bleu dans le point de cheminement 1. Remarque, lorsque le diablotin bleu meurt, retirez de la quête. Ok, déjà ça commence pas très bien. On va mettre le diablotin vert ici. Donc où ça? Sur le point de cheminement 1. Donc diablotin vert, on va mettre un ici. Et un diablotin bleu ici. Alors, donc il faut que je prenne la carte des diablotins bleus déjà. Donc, ça commence pas très bien cette histoire. Par contre, du coup, il faut que je prenne la carte diablotin vert. Donc quand c'est comme ça, vu que la carte du diablotin vert, elle vient du deck, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas pas le chercher, le deck des monstres qui est là. De mémoire, tu vas pas le chercher comme ça. Tu vas piocher des cartes jusqu'à ce que tu le trouves. Bah tiens, du coup, je le trouve. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ils m'ont dit de mettre le diablotin vert avec un seul symbole G. Donc là, j'ai GG. C'est pas lui. C'est lui, voilà. Hop. Il faut que je prenne le diablotin bleu avec GG sur lui. Donc avec bébé, voilà. Pourquoi? Parce que du coup, il vient avec un pouvoir. Donc tu prends la carte et tu t'aperçois qu'il y a un pouvoir. Donc vu que c'est Icarus qui gère ça, on nous dit générer d'abord le diablotin vert, après le diablotin bleu. Le diablotin vert, il apparaît là. Le diablotin bleu, il apparaît là avec un pouvoir. Donc on va tirer un pouvoir pour le diablotin bleu. Pouvoir ennemi. Alors, lorsque cet ennemi inflige des dégâts avec n'importe quelle de ses armes, il se soigne de 2 blessures. Ok. D'accord. Quand le diablotin bleu meurt, retirez de la quête, et on retire de la quête le point de cheminement. Hein, c'est ce que je fais. Donc déjà, tac, premier truc, premier combat. Cool. Cool. Donc, Icarus, il va taper. Hein. Donc, grâce à sa présence imposante, il compte comme 2. Donc, du coup, eux, ils ne dominent pas, ils ne contrôlent pas la zone. Donc, je n'ai pas de malus. Enfin, je n'aurai pas de malus quand eux vont m'attaquer. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quand même mon pouvoir. Je vais booster mon attaque avec mon action spéciale pour gagner plus une touche. Moi, je gagne plus une touche. Je répète, ça, du coup, j'ai quand même moins une touche. Tout le monde a moins une touche, ennemi comme moi, sur cette phase de nuit. Donc, du coup, voilà. Pendant les 2 premières phases de nuit. Je pense que ça représente le fait que le soleil va se lever après. Et du coup, je lance 2 dés rouges parce que j'attaque avec mon glaive le diablotin vert. Bon, je ne vais pas attaquer le diablotin bleu parce qu'il a tranchant -1, le diablotin bleu. Donc, je vais plutôt essayer de me débarrasser du diablotin vert. Et je fais 2 touches. 2 touches et 3 touches. 3 touches, -1 pour la nuit, c'est avec 2 touches. Donc il prend 2 points de dégâts, il n'est pas mort. Malheureusement, il survit. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir faire... Est-ce que je peux faire quelque chose pour pallier à ça? Les relances, non. Je ne peux pas faire de relance parce que, éventuellement, je pourrais utiliser Torgar pour faire une relance. Mais Torgar, il ne voit pas ce qui se passe. Il est trop loin en termes de visu. Tiens, d'ailleurs, où est mon pointeur laser pour les visus là, j'ai mon insert là, qui se démonte là. Je pense qu'il n'en peut plus l'insert du jeu là. Pourquoi se démonte-t-il ce machin? Voilà, clac, c'est bon, il s'est remonté là. Voilà. Hop, pointeur laser, voilà, c'est important quand même à l'avoir ça. Donc du coup, Torgard, c'est clair de là à là, de toute façon, il y a un mur, hein, donc du coup, il voit pas. Donc, fin du tour d'Icarus, on va activer les ennemis. Donc on tire une carte rencontre. Et on voit ce qui se passe. Aucun ennemi n'est activé. Parfait. On nous dit de mélanger ça comme ça. Bon, je le fais, normalement. On mélange le défausse avec ça, et la carte aucun ennemi, du coup, est mis de côté. Donc ça, c'est plutôt cool.
Pas besoin d'activer. Alors ensuite, nouveau tour de personnage. Qui va jouer? Qui va jouer? Alors Auriel peut venir là. Auriel, parce que si elle se met là, est-ce que de là... Et non, le truc, c'est qu'effectivement, si je me mets comme ça, tu vois, là, je ne porte pas. Pour que Auriel puisse porter avec un sort, je pense qu'il faut que je me mette ici. Mais les sorts d'Auriel portent à une case ou 3 cases. 3 cases pour la maîtrise des flammes et une case pour l'aspiration vitale. Donc si Auriel veut tirer sur l'aspiration vitale, soit elle va se mettre au contact ici, soit elle va se mettre ici, pour pouvoir tirer en ligne droite là. Mais je vais plutôt faire jouer Torgar, qui va faire 1, 2, qui va rentrer dans le combat ici. Voilà. Du coup là, on ne domine pas la zone, toujours pas. Mais ce que je vais faire, c'est que Torgar, lui, il va utiliser son marteau de guerre pour taper le diablotin bleu, qui est ici. Alors, tranchant -1, vu que c'est une arme une contondant, il n'est pas impacté. Et je vais utiliser mon pouvoir spécial, mon action spéciale, pour charger mon attaque, pour la renforcer. Et donc gagner plus une touche. Donc je gagne plus une touche. On a moins une touche pour la nuit, donc bon, ça s'annule. Mais au moins, du coup, j'ai ça, et j'espère bien arriver à le tuer en faisant ça. Alors, voyons voir. Non, je fais du caca. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il peut être repoussé, ou plus une touche. Non, pas d'intérêt, donc ça fait une touche, 2 touches. Et avec du coup cet éclair, ce double éclair, ça fait 2 touches, 3 touches, 4 touches. Donc je suis bien à 4 touches. Malheureusement, 1, 2, 3, 4. Je peux le faire devenir KO. Ah oui, si, KO c'est intéressant, KO quand même. Voilà. Parce que du coup, il ne compte plus dans la zone. Ah ouais, ah non, est-ce qu'il va faire des dégâts? C'est pas grave, allez. 4 touches, donc j'ai dit combien? Attendez. 1, 2, 3 pour ça. KO. 4, moins 1, ça fait 3. Malheureusement, il a 4 points de vie, ça suffit pas à le tuer. Décidément. Hop là. Et il est KO. Par contre, ce qu'il va faire, c'est que comme il a subi des blessures, je rappelle que le diablotin bleu, quand il subit des blessures, il a fait une attaque tous les héros de sa zone avec 2 touches. Voilà. Alors, il ne va pas se soigner parce qu'il n'attaque pas avec ses armes, il attaque avec ses épines. Il n'attaque pas avec ses armes, donc du coup, il fait 2 touches à tous les héros de la zone. Donc, 2 touches. L'avantage, c'est que Icarus, il a son code de maille et son bouclier qui lui octroie plus 1 d'armure, et là, plus 1 d'armure. Donc, il a 2 armures, ça absorbe les 2 touches. Par contre, Torgar, il faut qu'il lance au moins un dé parce que sa code de maille, elle absorbe une touche, mais j'ai une touche encore à absorber. Donc, je lance un dé bleu et vois ce qui se passe. Je fais le bouclier, donc c'est bon. Ok, c'est la fin du tour de Torgar, voilà. C'est là que j'aurais peut-être mieux fait de prendre l'attaque de zone d'Auriel, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Du coup, carte rencontre. Tous les ennemis de dextérité sont activés, sinon un ennemi est activé. Donc comme ça au moins. Donc tous les ennemis de dextérité sont activés, le diablotin est activé. Le diablotin, il tape par défaut celui qui a le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent, c'est Icarus. J'ai pensé à laisser les 10 pièces d'or d'Icarus volontairement parce que je savais qu'il y avait des diablotins dans le jeu. Donc ça en fait de lui assez prioritaire. Donc le diablotin vert, il attaque. On s'en réfère à sa fiche. Il est au corps à corps. Il attaque avec 2 dés rouges. Donc je lance 2 dés rouges. Je pense bien à faire moins une touche parce que c'est la nuit. Donc il fait ça. Une touche, moins une touche pour la nuit. Hop, ça ne fait rien. C'est ça, fais voir, dans le livre des secrets. Pendant la première phase, toutes les attaques font moins une touche. Oui, c'est ça, toutes les attaques. C'est pas spécifié, toutes les attaques des héros, toutes les attaques... Tu peux voir, laisse-moi juste regarder un truc par rapport au prologue, comment c'était indiqué. Oui, le prologue, c'était marqué « Chaque attaque exécutée par les héros inflige moins une touche » dans le prologue, pour la nuit, tandis que là, c'est toutes les attaques. Donc, toutes les attaques, ça veut dire que ce sont aussi également celles des ennemis. Donc, ça, c'est bien ce que je disais. Ensuite, lui se relève, et il va attaquer. Donc, le diablotin bleu, donc c'est pareil, il tape en priorité celui qui a le plus de points de vie, donc le plus d'or, donc Icarus. Le diablotin bleu, lui, par contre, il lance 2 dés rouges, à moins en armure. Donc je lance 2 dés rouges et on voit ce qui se passe.
Là, il fait également une touche et un éclair, un symbole sur l'ascenserie. La touche est annulée par le -1 de la nuit. Ok. Et il me reste Oriel qui n'a pas encore joué. Donc Oriel va y aller. Oriel, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va foncer dans le tas. Elle a peut-être moyen de faire quelque chose. Elle va faire un. Alors attends. 2. Si elle se met là, Oriel, si elle se met là. Oui, parce qu'avec son action spéciale, elle peut utiliser une baguette. Sa baguette là qui porte à 2. Porte à 2 zones la baguette. Donc une zone, 2 zones. Donc là, on voit bien ce qui se passe là-dedans. Et sa maîtrise des flammes, elle peut utiliser sa maîtrise des flammes ici qui porte à 3 zones. Donc du coup, ici. Donc elle va commencer par attaquer le diablotin bleu, qui est ici, avec sa maîtrise des flammes. Donc elle a plus une touche, un des bleus et 3 des rouges. Voilà. Donc déjà, elle, maîtrise des flammes. Donc je fais quoi? Je rappelle que j'ai quand même moins une touche. Et je n'ai pas utilisé mon pouvoir, mon action spéciale, parce que je vais utiliser ma baguette après. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Je fais feu 1 sur mon adversaire avec ça. Et voire même feu 2. Tiens, d'ailleurs, je choisis. Du coup, je vais prendre feu 2 plutôt. Alors les feux, l'avantage du feu, c'est que c'est cumulatif. J'aurais eu un éclair, j'aurais eu 2 éclairs à un pentacle. Comme là, j'ai un éclair à un pentacle. Donc là, j'applique feu 2. Mais j'aurais eu un éclair de plus, j'aurais pu mettre feu 1 et feu 2. Le feu est cumulatif. Du coup, ça fait, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, -1 pour la nuit, 4. Ça suffit à tuer le diablotin. Donc lui, du coup, hop, il est retiré complètement de la quête. Son pouvoir est défaussé là-bas. Et lui, il est retiré de la quête. Il rapporte un petit point d'âme, ce qui est toujours bon à prendre. Et donc, je le remets dans la pioche, dans la pile des ennemis, parce qu'on me dit, quand il est mort, lui, je le retire de la quête. Une fois les diablotins morts, rendez-vous en point 12. Donc du coup, j'ai encore un diablotin à tuer. Je ne peux pas encore aller plus loin dans le point de cheminement. Donc ça, c'est un cooldown de 2. Je le mets sur 2 sabliers, comme ça, ici. Et j'utilise mon action spéciale. Une fois par séquence, je réalise une attaque supplémentaire avec une baguette. Donc j'utilise mon sceptre mystique. Ça me le lance. Ça me fait une touche, plus 1 des rouges, plus X des bleus. Alors X des bleus, c'est également random divisé par 2. C'est-à-dire 1, parce que j'ai un random de 2, divisé par 2, ça fait 0,5, on a rendu au supérieur. Et j'ai bien une portée de 2, donc je porte bien ici 1, 2, et on a vu que de là à de là, j'ai bien ma ligne de vue. Directement sur ces deux cas, ça passe pas par des portes fermées, c'est des portes ouvertes, là, donc il n'y a pas de problème. Donc, hop là, donc j'ai une touche. J'ai 2 touches, parce que du coup, là, le gobelin, il est dominé dans la zone. Donc j'ai déjà plus une touche, donc du coup il meurt forcément. Je vais quand même lancer le dé parce que j'ai bien lancé les dés. Voilà, et je fais ça. Diablotin et éclair. Éclair, donc du coup ça fait une attaque de zone en éclair. Mais bon, il n'y a qu'un seul ennemi. Et une touche. Donc j'ai une touche, 2 touches, 3 touches, -1, 2 touches. Ça suffit à le tuer. Il a 2 points de vue sur 3, il meurt. Et il me drop 5 petites piécettes au sol. Voilà. Hop, et toi, je te remets avec tes ennemis là-bas. Et je te remets dans la défausse des ennemis. Ok, Oriel a joué. C'est la fin de son activation. On ne va pas tirer carte rencontre. Par contre, tous les diablotins sont morts. Donc on passe au point de cheminement. Enfin, au point 12 du livre des secrets. Alors, un point 12, je le cherche. 1.12. Découverte. En fouillant le cadavre, un héros trouve sur l'un d'eux un petit seau émettant un aura doré. Prenez la clé magique. Alors la clé magique, c'est ce petit... Alors il est où le token de la clé magique? J'ai perdu ma clé magique. Il y a un petit engrenage pour présenter la clé magique. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah. Là, j'aurais perdu un token du jeu. Ah non, peut-être là-dedans avec tous les tokens, fais voir. Voilà, hop. Ça, c'est la clé magique. Voilà, clé magique qui permet donc d'ouvrir le portail magique, là, comme ça. Tu mets dans ça déverrouille. Donc, du coup, j'ai la clé magique, donc je vais donner la clé magique à Icarus. Voilà. Ok, du coup, tout le monde est mort. C'est la fin de l'activation de tous les diablotins.
Auriel, elle va pas prendre l'argent, elle va la laisser par terre l'argent, c'est Torgar ou Ekaros qui va la prendre au prochain tour, pour la simple raison que je veux pas qu'elle ait de sous sur elle, parce que c'est 3 points de vie, je veux pas envie qu'elle soit la cible des mécréants. On tire une carte événement et on l'applique. Les héros gagnent un point d'âme, le rappel de l'âme. Donc du coup, on gagne un point d'âme automatique, ça c'est plutôt cool. Hop, on a un deuxième point d'âme. Et on fait une nouvelle séquence. Donc on retire un petit token ici, tout simplement. Voilà, donc pendant la prochaine phase de nuit, il y aura un -1, après il n'y aura plus de -1, l'aube va se lever en fait. On réactive tous les pouvoirs et tous les tokens de tout le monde. Donc toi, tu te réactives comme ça, toi, tu te réactives comme ça, toi, tu te réactives comme ça, et ça, tu pivotes de 1. Voilà. Et on est parti. Donc du coup, là, on a un ennemi qui va apparaître ici. Donc je pense que... Ah, attendez, est-ce qu'il n'est pas apparu l'ennemi là déjà? C'est vrai que j'ai pas regardé. Est-ce que de là à de là, j'arrive pas. Non. Non, merde. Il marche plus mon laser, si, voilà. De là, non, parce que regardez, là, ici, là, il y a un bout de cloison, là, juste sous mon doigt. Donc ça passe dans le faisceau. Donc du coup, l'ennemi ici va apparaître lorsque je vais arriver là. Donc bah, Icarus va commencer, c'est mon temps qui y va. Icarus, il prend l'argent qui est par terre, il va se déplacer, il va faire 1, et là on va révéler les ombres qui sont ici. C'est un ennemi. Donc je prends le prochain ennemi, et je le révèle. On tombe sur un pillard avec un pouvoir. Donc je mets un pillard comme ça ici. Et il a un pouvoir. Alors, pouvoir ennemi qui est ici. Si blessé, toutes les attaques réalisées par cet ennemi affichent critique. Donc j'ai intérêt à m'en débarrasser au plus vite. Parce que les critiques, c'est quand même très pénible comme état. Donc j'ai fait 1, bah, écoutez, 2, 3, et Icarus il rentre dans le tas, il n'a pas le choix, de toute façon, hein, il y va. L'avantage c'est qu'Icarus il domine la zone. Donc du coup, il a, vu qu'il compte pour 2, avec sa présence imposante, il domine la zone. Donc il a déjà plus une touche pour attaquer. Ça c'est cool. Donc j'ai plus une touche. Je vais utiliser, donc je vais attaquer de toute façon ce brigand. Bon, c'est perfora -1, donc c'est uniquement contre les arcs, par exemple, je lui fais moins de dégâts. L'avantage c'est que, alors attends, bouge pas. Lui par contre, je sais que le pillard quand il vient avec une charge. Donc je lui mets une charge dessus. Voilà, pour faire son tir ciblé. J'ai donc 2 dés rouges, plus 1 parce que je domine, et plus 1 parce que je vais utiliser mon action spéciale pour renforcer mon attaque, tout simplement. Et je vais lancer ça, et espérant faire des trucs sympathiques. Donc j'ai quoi? J'ai pas grand chose. Alors l'éclair, soit je fais une touche avec le glaive, soit je peux relancer un dé d'attaque. Et je pense que je vais relancer mon dé d'attaque parce que j'ai fait un diablotin, ce qui n'est pas terrible. Je préfère relancer mon dé d'attaque plutôt que faire une touche. Parce que là je suis 1, 2, 3. Je suis à 2 touches là. 2 touches. Bon, il a un d'armure, il prendra un point de vie, un point de dégâts. Mais j'ai peut-être un peu de chance avec mon bouclier, avec mon éclair de faire mieux que le diablotin ici. Parce que tu vois, diablotin, c'est pas terrible. Alors fais voir. Là je fais quoi? Je fais 2 touches, ce qui est du coup beaucoup plus intéressant. Donc au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches. Alors normalement, ça aurait dû le tuer. Mais il y a -1 pour la ligne, donc ça fait que 4 touches. Donc malheureusement, que 4 touches. Une est absorbée par l'armure, donc il ne reste que 3 blessures, et hop, il reste un point de vie. Ah, flûte, à un point près, quoi. C'est comme ça depuis le début, j'ai l'impression que c'est à un point près. Ça se passe bien, mais à un point près à chaque fois. C'est la fin du tour d'Icarus. On va activer une carte rencontre. Tous les ennemis blessés sont activés. Voilà, mais du coup, comme ça c'est fait. Et lui, si blessé, toutes les attaques réalisées par cet ennemi affichent critique. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Donc lui, il attaque avec épée et il s'éloigne d'une zone. Donc déjà, par rapport à Icarus, ce qu'il va faire, c'est que il va reculer ici. Après, il va commencer par attaquer avec épée. Épée, c'est 2 dés rouges sur Icarus. Donc, il affiche critique uniquement s'il arrive à toucher, hein, bien évidemment. Et il fait une touche. Donc tu peux dire, chouette, il y a le critique, mais pas du tout, parce qu'il y a quand même le -1 pour la nuit. Du coup, il ne fait pas de touche du tout. Donc, par contre, il s'éloigne d'une zone. Il fait ça. Il arrive ici. Voilà. Ok. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là de toute façon.
pour lui. Alors ensuite, qui va jouer? Le problème que j'ai ici, c'est que Torgar ne peut pas le rejoindre. Parce que Torgar, c'est 3 de mouvement. 1, 2, 3. Et là, déjà pour entrer, même en utilisant une action spéciale pour booster le mouvement, j'arrive là, donc ça fera... Là, c'est 2 mouvements pour rentrer dedans. Donc c'est Auriel qui va jouer, elle va faire 1, 2, 3. Auriel va se mettre là. Et c'est elle qui va attaquer. Alors, est-ce que j'utilise... Alors, voilà, la question est, c'est qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise mon aspiration vitale pour être sûr de le tuer? Ou alors, est-ce que j'utilise mon pouvoir spécial, enfin, ou est-ce que j'utilise ma baguette en attaque, et après, je réutilise mon pouvoir spécial pour utiliser la baguette? Parce que là, du coup, là, je vais lancer une touche, plus un dé rouge et un dé bleu. Et sur un dé rouge et un dé bleu, il faut que je fasse 2 touches avec tout ça. Ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'aspiration vitale, même si c'est un cooldown comme ça, je suis sûr de le tuer, lui. Voilà, donc je vais faire mon aspiration vitale. Au prochain tour va revenir la maîtrise des flammes. Donc du coup, bon, je suis sûr de le tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon aspiration vitale que je vais booster avec mon action spéciale, pour être vraiment sûr à 100% de le tuer. Donc j'ai déjà plus d'une touche parce que j'utilise mon action spéciale pour renforcer mon pouvoir. Et là j'ai une touche, plus un dé rouge et 2 dés bleus. Ben, je vais bien fait de faire ça parce que la touche qui est là est annulée par la nuit. Donc voilà. 1, 2, 3 touches. Le diablotin, ça ne fait rien. Le pentacle, c'est uniquement mortel quand c'est combiné avec un éclair. Par contre, du coup, toi, perforant -1, c'est pas le cas. 1 d'armure, donc j'ai une touche qui est annulée par l'armure. Et donc ça fait 1, 2, 3 touches. Sur 3 points de vie, tu meurs. Alors, hop, tu meurs, tac, ça revient là, je remets les tokens dans les bons emplacements. Toi, tu meurs, tu me drops un petit point d'âme, ce qui est cool, je suis déjà à 3 points d'âme, donc dans pas longtemps, je vais pouvoir augmenter un personnage de 1. Du coup, Auriel, elle est arrivée. Donc, toi, hop, je t'enlève du plateau de jeu. Auriel est arrivé là, donc du coup, j'ai utilisé mon souffle mortel, mon aspiration vitale, pardon. Donc, c'est un cooldown de 2, je le mets sur le petit 2, qui est ici comme ça. Ok, et hop, fin du tour d'Auriel. Pas d'activation d'ennemis parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Du coup, Torgar y joue. Torgar il va faire 1, 2, 3, et c'est tout ce qu'il fait. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Alors, on va résoudre un nouvel événement. Donc ça, on le défausse. Voilà, ça c'est la défausse des événements, on le met comme ça. Fais gaffe parce qu'au prochain tour, normalement, donc déjà prochaine séquence, la nuit, hop, il n'y a plus de malus de moins une touche pour moi comme pour les adversaires. Alors attention, quand on va passer là, on va révéler ce qu'il y a ici. Phase d'activation, donc tous les personnages réactivent leur petit token d'activation. Ici pour Auriel, les sorts pivotent, les sorts reviennent comme ça. Voilà. Et on passe à un nouveau tour de jeu. Alors, là j'ai une zone de fouille, ça peut être intéressant d'y aller. Là j'ai la porte qui est fermée, là, avec 2 coffres qui m'attendent ici. Donc ça peut être très intéressant d'aller voir ça, surtout que j'ai la clé. Donc je pense qu'on va peut-être faire un petit détour par là, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va y envoyer Carus en premier, qui va faire 1, 2. Donc 1, 2. Là, normalement... on voit bien que je suis en ligne de vue. Il n'y a pas, c'est 5 cases maximum, le barrière de guerre, c'est 4 ou 5 cases, je sais plus, enfin là j'ai 2 cases, donc c'est bon. Et là je vais générer un ennemi. Donc je prends un ennemi, je le génère. C'est un autre pillard, mais cette fois-ci un pillard qui n'a pas de pouvoir. Donc je vais le mettre là, ici. Par contre, il commence avec une charge. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est là, faut faire gaffe, c'est que le pillard qui est comme ça, il va taper quoi. Il tape fort à distance, le pillard. Il a 2 zones, il utilise tir ciblé et arc de poing. Donc tir ciblé, c'est-à-dire qu'il fait il fait 2 touches et critique. Donc il faut que j'essaie de me mettre à son contact. Et c'est ce que je vais faire tout de suite avec lui. Je pense que je vais faire. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, et j'utilise mon action spéciale pour les mettre au contact tout de suite. 4. Voilà. Pour éviter qu'il me tire dessus, parce que son épée est beaucoup moins puissante que son arc de poing.
Ou pas. Enfin, c'est que l'épée fait enfin, son arc de poing fait une touche automatique et 2 des bleus. L'épée fait 2 des rouges, mais s'il a 2, 3, il utilise son tir ciblé. Et le tir ciblé, là, ça utilise sa charge et il attaque avec arc de poing et 2 touches et critique. Donc, j'ai pas envie que ça arrive. Donc, je préfère mettre au contact tout de suite avec Icarus. Donc, tant pis, je fouille dans la zone plus tard, peut-être sur le retour, on verra un peu ce qu'il y a à fouiller. C'est intéressant pas de faire une fouille. Par contre, je peux taper sur le pillard. Donc Icarus, il a une présence imposante, donc il fait +1, plus une touche. Et avec mon glaive, j'ai 2 dés rouges. Donc j'ai lancé 2 dés rouges. Et je fais 3 touches. 1, 2, 3. Voilà. Pas d'éclair, pas de symbole. Je peux rien relancer parce que même Torgar pourrait m'aider avec son passif à relancer, mais il est trop loin. Et plus en ligne de vue de toute façon. Parce que de là à de là, je n'ai pas de ligne de vue. Où est la croix ici? Elle est là. Et la croix est à niveau de Torgar derrière là-bas, donc tu vois bien que je passe hors dehors du décor. Donc ça fait 3 touches. Toi, tu as un d'armure, donc tu prends que 2 blessures. Sur les 4, voilà. Et on va activer, du coup, fin du tour d'Icarus. Hop, on va activer un ennemi. Donc voilà, le jeu, quand même, je fais beaucoup plus vite que pour le prologue, hein, où après je découvre un peu les personnages. Histoire qu'on avance un peu dans la partie. Tous les ennemis engagés sont activés. Sinon, tous les ennemis se déplacent d'un maximum de 2 zones vers le plus proche. Donc tu vois, typiquement, j'aurais su que j'aurais cette carte-là, je serais peut-être pas venu au corps à corps. J'aurais peut-être attendu qu'ils viennent me voir, tout simplement. Mais bon. Donc il est activé, c'est-à-dire que lui il s'active, il attaque avec épée, il s'éloigne d'une zone, donc il va arriver ici. Alors il faut faire gaffe, parce que moi quand je vais me mettre là, ça va se déclencher ça pendant le combat, donc ça peut être assez pénible. Donc il m'attaque avec 2 dés rouges, son épée. Donc il n'a pas plus une touche par contre. Il me fait des trucs pas rigolos là, l'épée. Donc il me fait 2 touches. Et un éclair. Alors l'éclair c'est coup fourré, mais il faut 2 éclairs pour faire coup fourré, donc c'est bon. Donc il fait que 2 touches. Donc ces 2 touches en fait, j'ai une armure avec ma côte de maille, une armure avec mon bouclier, je les absorbe directement, j'ai pas de souci. C'est la fin du tour d'Icarus. Alors. Je pense qu'Auriel va jouer... Ah si, Auriel a sa maîtrise des flammes. Il faut que je le tue rapidement. Et maîtrise des flammes, une portée de 3. Donc ce que je vais faire, c'est qu'Auriel va faire 1, 2, 3, va se mettre là. Voilà. Et il va faire son action d'attaque, sa maîtrise des flammes, sur lui. Oups là, la porte m'en tombe. Sur lui. Donc du coup, j'ai 3 dés rouges, 1 dé bleu. Plus une touche parce que Icarus est dans la zone et on domine le brigand. Voilà. Donc Auriel a un petit bonus en plus pour le taper. En termes d'attaque, oulala, Auriel elle déchaîne la fureur du dragon là, avec sa flamèche là. Donc c'est-à-dire que là je fais, on va venir pas grand chose en fait. J'ai une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, et toutes ces éclairs ne servent pas à grand chose parce que je peux en utiliser qu'un. Donc j'ai feu 1. 1, 2, 3, 4, 5 touches, feu 1. Bon, le feu 1, je ne lui applique pas parce que 5 touches, moins 1 d'armure, ça fait 4 touches, il meurt. Voilà. Donc, ça nous drop 5 pièces d'or. Est-ce que j'ai pris les piécettes tout à l'heure? Oui, c'est bon. 5 pièces d'or, ici. Voilà. Hop, et toi, tu es mort. Et je mets bien sur la maîtrise des flammes d'Auriel. Pardon. Hop, après m'être étouffé, je reviens. La maîtrise des flammes d'Auriel sur son cooldown 2. Ok. Auriel, elle n'a pas fait son action spéciale, cela dit. Donc en action spéciale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire la fouille. Parce que je m'étais gardé l'action spéciale pour la baguette, au cas où j'aurais pas réussi à tuer le vilain brigand. Donc elle va fouiller cette zone-là. Donc on prend ça et on regarde ce qu'il y a derrière. Donc je lance un dé rouge et sur le résultat, ben, j'applique ce qu'il y a là. Je fais un diablotin. Du coup, ben, je gagne ni le trésor, ni la petite bourriche. Voilà, tant pis pour moi. Fin du tour d'Auriel. Pas de carte rencontre parce que il n'y a pas besoin. Et on va faire le tour de Torgar. Torgar qui va faire donc 1, 2, 3, 4. Il arrive là et il ramasse la petite piécette qui est par terre. Alors non, il va faire 1, 2, 3, il va s'arrêter là. Pourquoi il va s'arrêter là? Parce que
parce que, on va retirer une carte événement, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une génération d'ennemis, les ennemis vont générer ici. Et après, ils vont venir me faire chier. Donc je préfère que ce soit Torgar qui soit englué au corps à corps plutôt qu'Oriel. La piécette, elle peut attendre. Voilà. Et du coup, bah, c'est maintenant le moment de faire les événements. Alors, tu vois, regarde, on va contre-attaque. On génère nombre de héros, moins d'ennemis, moins 1. Donc il y a 3 héros. Les ennemis, j'en ai 0. Et j'ai moins 1. Donc je génère 2 ennemis. Et on active l'ennemi le plus proche du joueur actif. Le joueur actif, c'est Torgar, de toute façon. Donc, on va générer 2 ennemis. Donc, on peut mettre un ennemi. Et c'est là où ça commence à devenir méchant. Parce qu'on va générer un guerrier orc ici. Torgar, voilà. Donc, le guerrier orc, il n'a pas de charge, mais... Ok, et on génère un autre ennemi. Je prends ça, je mélange. On gère un diablotin, donc c'est Oriel qui va gérer le diablotin. Voilà. Et diablotin vert qui arrive ici. Ok. Et on active l'ennemi le plus proche du joueur actif. Alors vu qu'ils ont été tous les deux activés, lequel j'active? Donc là il y a une égalité, je choisis lequel ennemi j'active en fait. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. Ah non, je sais que je vais activer le diablotin. Parce que là, je choisis, là, du coup. Hein. Donc, soit ça fait ça, parce qu'il n'y a pas de ligne de vue entre là et là. Donc, soit il se déplace 2 zones, donc il va arriver là, le truc. Et après, il attaque le héros le plus proche avec Hachette. Donc, il va faire 2 touches sur un de mes champions. Sinon, le diablotin, lui, il se déplace 2 zones vers le héros le plus proche. Donc, je vais faire bouger le diablotin, permettez. Là, j'ai le choix, je ne m'en prive pas. 1, 2. Parce que sinon, lui, il aurait pu faire quelque chose de vraiment très, très méchant. Après, l'avantage, ce qui est cool avec le guerrier orc, c'est qu'il est sensible aux arcanes. Donc, c'est vraiment une cible prioritaire et préférentielle pour Oriel. Voilà. Alors, nouveau tour de jeu, phase de préparation, on réactive tous les sorts. Donc, Oriel, elle a son aspiration vitale qui est réactivée, sa flamèche, maîtrise des flammes qui se pivote, et tout ça, ça se met comme ça. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de trop servir des sorts de soins, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me débarrasse des monstres qui sont là-bas, ou est-ce que Icarus, il va ouvrir ce qu'il y a là? Je pense que je vais quand même ouvrir, parce qu'il y a quand même un timer de compte tour, donc il faut quand même que j'avance. Donc Icarus, il va prendre le... Là, ils vont pouvoir gérer ça. Ah ouais, alors attends. Ou alors c'est... Le problème, c'est que lui, s'il s'active, il va aller cibler lui. Tandis que elle, si je la mets là, elle peut... Il faut quand même le one-shot, il faut qu'elle soit sûre de le one-shot, le truc, quoi. Ce qui m'inquiète un peu, si on me dit que tous les ennemis s'activent, si Torgar est ici, lui va s'activer, Donc Torgar va en prendre plein la musette. Si Oriel est là, c'est encore pire. Donc, pour l'instant, est-ce que Oriel va juste se contenter de tuer le petit diablotin qui est ici? Ça, elle peut le faire. Sachant que Torgar... J'ai pas donné des sous à Torgar tout à l'heure, moi, à qui j'ai donné? Ah, j'ai donné à Icarus. Je crois que t'avais Torgar, il avait quelques sous, Torgar, sur lui, non? Attends, je crois qu'il y a des sous que j'ai pas ramassés. Torgar, il est censé avoir quelques piécettes, justement, pour pouvoir absorber les dégâts des... Enfin, pour pouvoir faire en sorte que les diablotins le tapent lui. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'Icarus va ramasser la pièce qui est par terre. Allez, Icarus va ramasser la pièce qui est par terre, il joue, et il avance là. Allez, on va ici. On fait l'événement narratif 2. Donc, événement narratif 2. Événement narratif 2. Tac, tac. D'après le livre des secrets, je dois lire le 1.10. Donc, je vais vous lire le 1.10. Quelle est cette odeur? En vous approchant de la porte du bâtiment, vous êtes agressé par une forte odeur de cadavre pourri et vous commencez à demander ce qui se passe dans celui-ci. Soudain, des appels à l'aide se font entendre à l'intérieur, qui se font rapidement suivis par des bruits d'os brisés et un silence assourdissant. Vous remarquez que le seau trouvé sur les pillards luit fortement à l'approche de la porte. D'ailleurs, le seau, on ne l'a pas trouvé sur les pillards, le seau, on l'a trouvé sur... Ah, c'est sur les pillards, si. Placez l'événement narratif 2 face révélée sur le paquet événement. Donc, ça veut dire quoi dans ces conditions-là? Ça veut dire que ce qui va se passer, dès que lui,
va être de nouveau retourné. Ça va de nouveau s'activer. Voilà. Donc je vais régénérer de nouveaux amis le tour d'après. Pas cool. Donc Icarus est là. Donc du coup, Icarus, donc là c'est une porte, mais vu que j'ai la clé, donc je peux ouvrir la porte. Je peux ouvrir la porte. Et ben, j'utilise mon action spéciale. Icarus va utiliser son action spéciale pour déverrouiller cette porte-là. Voilà, parce qu'elle est quand même un verrou magique. Donc j'ai le verrou sur Icarus, donc je la déverrouille. Alors attention, ça reste une porte, hein, donc il n'y a rien d'indiqué. Je sais que dans le scénario de base, lorsque tu déverrouilles la porte magique, ça te dit pas de tirer de carte piège, de mémoire, ou pas, je sais plus. Mais là, du coup, vu qu'on déverrouille la porte, il n'y a rien indiqué, ben, je déverrouille ma porte, je tire une carte piège et je l'applique. Donc, chaque héros distant d'une zone ou moins subit une blessure et ne peut pas se déplacer jusqu'à la prochaine phase de préparation, sauf sauvegarde réussie. Alors, c'est là que c'est embêtant, parce que ça va un peu m'arrêter mon tour de jeu. Donc, du coup, je vais lancer un dé pour voir si je fais une sauvegarde. Il faut que je fasse un pentacle, et donc je ne fais pas de pentacle. Donc, du coup, ben, ça arrête le tour d'Icarus, malheureusement. Icarus ne peut plus se déplacer, et je subis une blessure. Donc, Icarus prend un petit point de dégâts. Voilà, hop là. Donc, la clé a servi à ouvrir la porte, je la défausse aussi. Donc ben, je ne pourrais pas aller voir ce qui se passe dedans ce tour-ci, malheureusement. Donc c'est la fin du tour d'Icarus. Donc les ennemis, on va tirer une carte en compte pour activer les ennemis. Voilà. Oh là, il pas le téléphone. Là, donc je disais... Hop, fin du tour d'Icarus. Donc carte en compte. Carte en contre, pardon. Tous les amis rouges sont activés. Oh, il n'y a pas d'amis rouges. Sinon, tous les ennemis de plus faible rang sont activés. Alors, par rapport à Icarus, vont s'activer en premier. Donc là, le piège a été lancé. Défausse des pièges, je vais la mettre là-bas. Par rapport à Icarus, c'est donc le guerrier orc. C'est Icarus, Torgar, Auriel pour la gestion le cycle des ennemis. Donc c'est le guerrier orc qui s'active. Le guerrier orc, du coup, il n'y a personne en vue. Donc on va utiliser son action de 2. Donc il va se déplacer de 2 vers le rôle plus proche. Donc il va faire 1, 2. Voilà. Donc il est face à tout le monde là déjà. Et il va utiliser Hachette. Il va attaquer avec Hachette le héros le plus proche en ligne de vue d'un maximum de 2 zones. Donc Hachette c'est 2 touches en mode d'armure. Et lui, on sait qu'il cible en priorité les personnages de type dextérité. Donc face à lui, il a Auriel et Torgar. Donc Torgar, il est là, c'est pas un héros dextérité, c'est un héros de type foi, et Auriel, c'est un héros de type mage. Donc du coup, notre ami, il va cibler avec sa hachette le héros qui a le plus de dégâts. Donc du coup, celui qui a le plus de dégâts, il n'y en a pas. Je me réfère encore une fois à la table des trucs, parce que moi j'oublie dans quel sens ça se gère. Le plus proche, le plus blessé. Donc dans l'ordre, c'est plus de blessures, moins de points de vie restants, le plus proche. Et si en cause d'égalité, on choisit. Donc là, du coup, c'est celui qui a le moins de points de vie restants. Et donc c'est Auriel. Parce que Torgar a 6 points de vie, Auriel a 3 points de vie. Donc c'est Auriel qui va subir l'attaque du guerrier orc. Donc son guerrier orc, c'est 2 touches à moins 2 d'armure. C'est Hachette. Du coup, mais alors Auriel, tout ce qu'elle a comme défense, elle, c'est ça. Donc elle va pouvoir balancer au moins 2 dés pour essayer de parer les 2 touches faites par le guerrier orc. Donc elle arrive avec contre toute attente, sa robe des arcanes, à parer les 2 touches, donc on est bon. Ensuite, c'est tous les ennemis verts s'activent. Ok. Donc le diablotin s'active. Le diablotin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est à une zone de quelqu'un, donc il se déplace pour attaquer avec griffe. Donc il va rentrer dans le tas ici, il va faire ça. Voilà. Et il va attaquer avec griffe celui qui a le plus d'argent. Et là, celui qui a le plus d'argent, c'est Torgar, parce que j'ai pensé lui mettre une petite piécette. Tout à l'heure, la piécette, j'ai oublié de lui donner, mais je crois qu'il a ramassé une piécette. Pour justement être la cible du diablotin. Donc le diablotin, il attaque avec 2 dés rouges. Et il me fait un double sort de sorcellerie, ça ne sert à rien. Hop, pour lui, il n'y a pas de dégâts de fait. Ok. Alors, du coup, que faire? Soit je fais Torgar, soit je fais Auriel. Le problème, c'est qu'Auriel, elle est engagée. Donc, à partir du moment où elle est engagée, Auriel, elle ne peut pas
Elle ne peut pas taper le diablotin. Après, elle domine la zone, Auriel. Donc elle peut se barrer du combat. Mais elle sera obligée quand même de taper le diablotin après. Et donc de laisser l'orque comme ça. Si je fais jouer Torgar maintenant, Torgar il peut one-shot le diablotin sans le moindre problème. Et après je le mets au contact de l'orque. Ouais. Ouais, pour protéger Auriel, qu'elle puisse taper. Je vais peut-être faire ça. Il va faire barrer son corps, Torgar. Alors Torgar, il va taper le diablotin avec son marteau de guerre. 2 dés rouges, 2 dés bleus. Il domine la zone, les héros, ils sont 2 contre 1, donc j'ai plus une touche. Et je vais pas utiliser d'action spéciale. Si, je vais utiliser mon action spéciale, parce que de toute façon, je peux pas faire autrement que ne pas l'utiliser. Ça ne sert pas à grand chose de ne pas l'utiliser, là. Parce que j'ai personne à soigner. Je peux soigner Icarus, mais il est trop loin. Le soin, c'est une zone de distance. Et Icarus, il est à 2 zones, là. Hop là. Là, j'ai une zone, voilà, c'est pareil, c'est une zone là, une zone là. Voilà, donc Icarus, il est bien à 1, 2 zones, donc du coup, je ne peux pas le soigner. Donc Torgar, il fait déjà 2 touches automatiques sur le diablotin, plus son marteau de guerre. Et ben, c'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Il a la touche en plus qu'il lui faut pour tuer le diablotin, tu vois. Un peu plus, ça suffisait pas. Donc le diablotin, il est mort. Donc je le remets dans la pile des ennemis. Hop, et il nous drop 5 pièces d'or que Torgar va ramasser tout de suite, immédiatement. Et Torgar, ce qu'il fait, c'est que il va se mettre au contact de l'orque. Il y va, il charge. Allez, mon ami, hop là, comme ça, tac. Il charge, parce que comme ça, ainsi, il protège Auriel d'une éventuelle attaque de l'orque. Ouais. Ok, même si l'orque, du coup, il domine la zone, donc il va faire plus une touche sur Torgar. Mais bon, j'ai bon espoir qu'Auriel, avec tous ses armes d'arcane, au prochain tour, elle puisse vraiment s'affranchir du guerrier orque, quoi. C'est la fin du tour de Torgar. On va tirer une carte en compte pour voir qui s'active, enfin voir ce qui se passe comme saleté. Tous les ennemis force sont activés. Sinon, 2 ennemis sont activés. Les ennemis force, ça tombe bien, c'est le guerrier orc. Le guerrier orc est de type force, donc il s'active. Alors on prend la fiche du guerrier orc et il va taper au corps à corps. Et là, il risque de faire très très mal au corps à corps. Il attaque avec hache et bouclier. 1 dé rouge, 4 dés bleus. Ça, c'est une grosse attaque qui tâche, ça. Les orcs sont très 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 puissants. Voilà. Et sur un éclair, il est repoussé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pas de temps que ça, finalement. Donc, j'ai quand même plus une touche parce que il domine la zone, hein, il est gros. Il est gros, c'est ça, on dit qu'il est costaud, donc il compte comme 2 figurines pour contrôler la domination de zone. Donc, j'ai plus une touche. Je réfléchis, hein. Il y a un truc, est-ce qu'il a bougé pendant cette séquence-là? Oui, il a bougé pendant la séquence. Du coup, ça veut dire que quand je vais l'attaquer, il ne va pas avoir le plus un truc. Pour la séquence, il a été généré là, il est arrivé là. Donc il a été déplacé ici par l'activation de je ne sais plus qui. D'Icarus, sûrement. Oui, c'est ça. Donc il a bougé. Donc comme il a bougé pendant la séquence, il n'aura pas le plus 1 de... Il faut vraiment qu'il reste immobile pendant toute la séquence de jeu pour avoir son plus 1. Donc du coup, pardon. Donc il m'a fait sur Torgar, il fait 1, 2, il fait 3 touches sur Torgar. Diablotin, pentac, dans sa truc, il fait pas de pentac, c'est uniquement il est repoussé sur un éclair, donc il fait 3 touches sur Torgar. Torgar, il a 1 d'armure, donc il absorbe une des 3 touches. Donc j'ai plus que 2 touches à lancer. Et là, je fais une blessure, ça va, je l'absorbe, enfin je la prends pour moi. Voilà. Je ne vais pas utiliser mes relances avec mon pouvoir, ce n'est pas nécessaire pour l'instant, c'est pas critique. Je pourrais me soigner au prochain tour, donc c'est bon. C'est la fin du tour de Torgar, l'activation du machin. Donc du coup maintenant c'est à Auriel de jouer. Alors Auriel, ce qu'elle va faire, elle va taper avec tout ce qu'elle peut sur l'orque là-bas. Elle va utiliser son aspiration vitale. Donc, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va booster l'attaque pour être sûr de le tuer. Parce qu'il a 6 points de vie, 2 d'armure, et contre les arcanes, il prend déjà plus une touche. Donc, pour être sûr de le tuer vraiment, je vais utiliser non, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi ça n'a pas d'intérêt? Parce que le pouvoir d'Auriel lui fait faire ça. Une touche automatique, 1 dé rouge, 1 dé bleu. Donc autant garder
mon action spéciale pour lancer le passif d'Auriel, qui permet d'attaquer avec une baguette, de faire une attaque supplémentaire avec une baguette. Du coup, je ne vais pas charger l'attaque, ça n'a pas d'intérêt. C'est quand même plus important, enfin, c'est plus intéressant d'utiliser le sceptre ici. Après, je pourrais le charger avec 2 points d'âme pour qu'il soit encore plus puissant, mais ça me gaspille mes points d'âme. J'ai pas envie de perdre mes points d'âme. Donc Auriel, ça porte à 1. Donc on est bon, on est bien à une zone d'aspiration vitale. Auriel est ici, l'orque est ici. Donc j'ai une touche, j'ai un dé rouge et 2 dés bleus. Et ben je fais bien de la merde. Je fais bien du caca là, parce que je fais qu'une touche en fait. Je fais 2 touches, et du coup ben, c'est uniquement absorbé par ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le passif de Torgar, qui me dit que le héros civil peut lancer un maximum de 1 dé par random, divisé par 2. Donc je vais faire relancer ce dé à Auriel. Et Auriel, avec sa harpe des arcanes, une fois par séquence, elle peut relancer un dé d'attaque ou de défense. Donc je vais relancer mon dé d'attaque, celui-ci. Voilà. Donc je rappelle que les dés bleus, c'est des dés d'attaque-défense. Hein. Voilà. Donc celui-là n'est pas relancé, au moment où je relance ça. Voilà. C'est mieux. C'est pas top, mais c'est mieux. Donc ouais, je ne fais qu'une blessure, quoi. Ça c'est chaud, quoi. Parce que je fais une blessure, 2 blessures avec ça. 3 blessures pour les arcanes. Ce qui fait qu'il a 6 points de vie, le bazar. 6 points de vie, donc il prend qu'un point de dégâts. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Auriel. Là, pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon, j'utilise mon action spéciale pour refaire une attaque avec une baguette. Du coup, j'ai pas fait mon action spéciale. Donc j'ai une touche, un dé rouge, un dé bleu. Voilà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que, donc, l'éclair me sert à rien, ça fait une attaque de zone. Je m'en fous. Par contre, j'ai une touche pour ça, une touche pour ça, une touche pour les arcanes. Et j'ai fait les pentacles qui ignorent les armures. Du coup, les 2 armures sont annulées. Donc ça lui fait une touche, 2 touches, 3 touches. Donc il a 4 points de vie sur 6. Ce qui est mieux. Ça ne le tue pas. Mais bon, déjà on l'a quand même bien affaibli. Prochain tour, Auriel pourra recommencer très sûrement à faire ça, voilà, si Torgar est encore en vie. Parce que là, on active les ennemis. Tous les ennemis violets sont activés, il n'y en a pas, sinon on active tous les ennemis de plus haut rang. Et ben, c'est le guerrier orc qui est toujours là, le guerrier orc qui va taper sur Torgar, hein, de toute façon, il est au contact. Avec, au contact, le guerrier orc, c'est un dé rouge, 4 dés bleus. Et on voit ce qui se passe. Alors, il me fait pas mal de touches, là, quand même. Pas d'éclair, donc il n'est pas repoussé, Torgar. J'ai 1, 2, 3, 4 touches. Oups là. 4 touches, parce que le guerrier orc est gros, hein, donc il domine la zone. 4 touches. 4 touches. J'ai ça. Ça fait donc 3 touches. Et je peux lancer, avec mon dommage, 3 dés bleus pour me protéger de ces 3 touches-là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en pars 1, j'en pars 2. Et avec l'éclair, je peux relancer n'importe quel dé de défense. Donc, je vais relancer ce dé de défense-là. Et malheureusement, je prends une autre blessure. Parce que là, je peux rien faire d'autre. C'est là que j'aurais mieux fait de garder, je pense, le passif de Torgar pour la défense. Enfin bon. Et je fais ça. 2. Le problème, ce qui m'embête, c'est qu'un petit peu, c'est que Icarus est quand même bien loin de tout ça. Et là, il y a un combat qui est là. Icarus ne peut pas aider, quoi. 1, 2, s'il peut aider, 1, 3, 4. Il peut aller aider, malheureusement, on va générer des ennemis, quoi. Parce que là, tu vois, on fait une phase de combat. Enfin, phase de... d'événement, pardon, merci beaucoup. Et je fais ça. Et du coup, on refait ça. On va régénérer des ennemis, les contre-attaques. On régénère nombre de héros moins nombre de monstres, moins 1. 3 héros, 1 monstre, moins 1. Donc ça fait 3 moins 1, moins 1, ça fait on génère un monstre. Donc je prends un ennemi que je génère. On va générer un pillard, qui est Auriel qui va le jouer. Un pillard, donc il commence avec une charge de pillard, et il est ici. Voilà. Et on active l'ennemi le plus proche du joueur actif.
Attendez, il y a un truc, je crois. Attendez, bouge pas. Faut que j'aille voir dans les règles par rapport à ça. Je reviens à vous tout de suite. C'est bien ce qu'il y avait un cas particulier dans ces cas-là. Donc là, en fait, on ne régénère pas les ennemis quand on fait ça. Donc le pillard, là, hop, n'est pas régénéré. Donc je sais que le pillard, je vais le mettre là et je vais le remélanger. Je vais vous dire dans quelle ligne des règles c'est indiqué. Par contre, ça, c'est fait. C'est page des règles, page 15. Attendez, page 16. En fait, voilà, quand tu mets quand tu révèles une carte qui est déjà active, une fois la carte événement narratif défaussée, comme ce que je viens de faire, l'événement narratif 2 vient d'être défaussé, donc page 15, c'est tout en haut à gauche. L'événement persistant redevient actif, mais sa formule de génération des ennemis, s'il y en a une, ne doit pas être appliquée à nouveau. Voilà. C'est-à-dire que l'effet persistant qui est indiqué ici est mis en place, donc on active l'ennemi le plus proche, du joueur actif, voilà. Mais on ne régénère pas les ennemis. Donc on va réactiver le joueur le plus proche, donc on va activer le gros machin là qui va taper sur Torgar. Donc toujours un dé rouge et 4 dés bleus. Et là il me fait une belle attaque à 1, 2, 3, 4, 5 touches, parce qu'il domine la zone, 5 touches. Mon armure en absorbe une, donc il me reste 4 à faire, 4 touches à absorber avec tout ça. Alors 4 touches, j'en ai 1, 2, et l'éclair me dit que je peux lancer n'importe quel dé. 1, 2. Donc malheureusement, j'en prends 2. Donc Torgar, par contre, il est à 4 points de vie sur 6. Donc faut pas que je déconne au prochain tour. Avec peut-être même une limite que je commence par jeu par lui. C'est la fin... C'est le début d'une nouvelle phase de préparation. Donc on réactive tous les sorts. Hop là. Hop là. On retourne tous les trucs qui sont comme ça. Hop. 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 Donc là, Auriel pourra peut-être essayer de le tuer lui. Ce serait bien qu'Auriel arrive à le tuer. Alors soit je prends un risque et je fais qu'Auriel arrive à le tuer tout de suite. Soit j'ai plutôt faire en sorte que Torgar se soigne de blessures. C'est lui qui va commencer à jouer. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper avec son marteau. Donc il a dit son pouvoir. Par contre, il va taper avec son marteau. Hop, son marteau, c'est quand même 4 dés. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose comme dégâts sur l'orque. Alors je fais du caca. Je fais... Non, c'est pas si mal que ça, finalement. Parce que l'éclair, c'est qu'il est KO. Ou alors je me fais relancer un dé rouge. Je vais peut-être me faire relancer un dé rouge. Pourquoi ? Parce que là, avec l'éclair et la touche, il est KO. Donc son armure ne compte pas. Donc j'ai déjà une touche. Donc il sera à 5 points de vie. Si j'arrive à faire une autre touche avec ça, c'est bon. Donc je vais utiliser sa faveur divine pour relancer un maximum de 1 dé. Allez, fais-moi plaisir. Ouf. Double éclair. Ça veut dire que je peux faire 2 touches. Donc ce dé-là, je fais une touche et le KO. Le KO, le guerrier or tombe sur le bidon. Voilà. Une touche, 2 touches, 3 touches, il meurt. Et il me rapporte un petit point d'âme. Donc au prochain tour, je pourrais faire évoluer un de mes personnages. Et ça, c'est plutôt chouettos. Du coup, notre ami Torgar, il ne va pas rester là dans le truc, il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3. Il va aller là. Ok. Donc ensuite, il a fini de jouer. Ah, Icarus de jouer. Alors Icarus, ce qu'il fait, c'est que lui, il voulait voir ce qui se passe ici, donc il rentre. Hein. Hop, une touche, un déplacement. Et on va activer la zone de narration, l'événement narratif, le point de cheminement, pardon, c'est un petit point de cheminement. Le 2, donc on va lire le 1.3 sur le livre des secrets. En entrant dans le bâtiment, vous découvrez avec horreur une salle contenant divers cadavres et coffres. Mais avant que vous ayez pu vous reprendre vos esprits, vous entendez une voix stridente. Des intrus, tuez-les. Oh là là. Placez le diablotin rouge sur l'emplacement A. Donc déjà, on va générer un putain de diablotin rouge. Alors ça, je m'en serais bien passé, diablotin rouge. Hein. L'emplacement A, sur la quête, l'emplacement A, il est au centre, ici. Donc là, on met le diablotin rouge. Voilà. Donc c'est Icarus qui le gère. Donc le diablotin rouge, il arrive avec un pouvoir. Le pouvoir du diablotin sera le suivant. Toutes les attaques provoquent feu 2. Et sur un petit truc, ça fait une touche. Ok. C'est pas fini.
Lorsque le diablotin rouge meurt, retirez de la quête. Ok, donc je vais prendre sa feuille de comportement, diablotin rouge également. Oh là là, déjà que lui, tu en prologue, tu mets des. Tu dois le tuer, mais alors là. On génère un diablotin vert à l'emplacement B. Donc on génère nombre de héros moins nombre de diablotins, moins nombre de monstres moins 1. Donc mon nombre de héros 3 moins un monstre 1 moins 1. Donc on va générer un diablotin vert à l'emplacement B. Sur la carte, l'emplacement B, c'est BC, B, 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 c'est là. Donc on va générer un diablotin vert ici. Donc pour générer un diablotin vert, eh ben, tu pioches des trucs ici jusqu'à ce que tu tombes sur un diablotin vert. Non, c'est un pillard. Un diablotin vert. Donc là, c'est Torgar qui veut le jouer. Donc diablotin vert qui va apporter un petit pion d'âme. Donc je gère un diablotin vert ici. Voilà. Et c'est pas fini. Retirer le point de cheminement 2 de la quête. Voilà, donc c'est ce que je fais tout de suite. En raison de l'horreur créée par la découverte, les héros ont moins une touche lorsqu'ils combattent les gobelins jusqu'à la fin de la prochaine phase d'événement. Donc du coup, moi j'ai moins une touche. Voilà, je me le mets ici. Jusqu'à la fin de la prochaine phase d'événement. Donc du coup, moins une touche, je le mets là, jusqu'à ce que je pioche l'événement. Ok, enfin, défausse l'événement. À sa mort, le gobelin rouge laisse une bourriche en plus et une âme en plus. 2 s'il y a plus de 3 héros. Donc, du coup, effectivement, le diablotin rouge, quand il va mourir, au lieu de me laisser 2 sacoches et 2 points d'âme, il va me laisser 3 sacoches et 3 points d'âme. À la mort des ennemis, rendez-vous en 1-11. Donc, il faut que j'arrive à m'affranchir tout ce bazar. Alors, est-ce que je vais directement me tabasser lui pour être tranquille? Ou est-ce que je vais directement là-dessus, là? Et Auriel va donner tout ce qu'elle peut avec sa maîtrise des flammes sur lui. Ah, je peux pas passer par là. Malin. Je peux pas aller directement aller sur lui parce que du coup, j'ai un symbole de bot ici. Tu me dis, tu montes pas par la balustrade. Si tu veux au contact, c'est là. Bon, bah, allez, hop, Icarus, il y va. Allez. Donc, Icarus, il est monté au contact. Donc, j'ai moins une touche. Je domine la zone parce qu'Icarus a sa présence imposante. Donc, j'ai plus une touche pour une présence imposante. Je vais charger mon attaque pour avoir encore une touche. Voilà. Par contre, du coup, le diablotin a moins un tranchant. Donc, l'arme d'Icarus est un tranchant. Donc, quand même, il y va, Icarus, hein, histoire de. Et je fais diablotin, touche et éclair. Donc, avec l'éclair, le glaive d'Icarus me permet de soit faire une touche, soit de lancer un dé d'attaque. Donc, je vais relancer un dé d'attaque. Et je fais, du coup, ça. Donc là, c'est plutôt cool. Donc, ça fait pas mal de touches. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, parce que l'éclair, ça avait relancé. Donc l'éclair ne sert pas là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches. Moins 1 parce que ça, 4 touches. Moins 1 parce que tranchant, 3 touches. 3 touches. Oh, putain. Diablotin, il a un point de vie, il a une armure, donc ça fait une touche qui est absorbée, donc ça fait plus que 2 touches. Et 2 dés bleus de défense. Donc du coup, 2 touches et il lance 2 dés bleus. Et il en part qu'une. L'autre n'est pas paré. Donc il prend un point de dégâts. C'est déjà ça. Ok. Donc là maintenant, Icarus n'a plus qu'à serrer les fesses, autant qu'Auriel arrive pour taper et envoyer du dégât avec sa maîtrise des flammes et sa baguette. On va activer les ennemis, voir un peu ce qui se passe maintenant. 2 ennemis sont activés, sinon on générait 2 ennemis. Donc on va activer 2 ennemis. Donc on va activer 2 ennemis, je disais, le diablotin rouge qui a... Ah, il a subi une blessure lui. Donc il a fait une blessure à Icarus, j'ai oublié ça. Tac, voilà. Donc il faut que Torgar se sorte du fion maintenant pour les soigner. Donc diablotin rouge, il attaque. Diablotin rouge, il attaque avec 3 dés rouges. 1, 2, 3. Voilà. Icarus. Donc il me fait quoi? Il me fait 2 touches à moins 1 d'armure. Rapidité. Alors effectivement, ils ne sont pas en meute. Ils ne seront jamais en meute contre Icarus, parce qu'Icarus compte 2. Donc de toute façon, il faut qu'ils soient 4 dedans pour être en meute, pour contrôler le demi-zone. Donc du coup, à ce niveau-là, on est plutôt tranquille par rapport à Icarus. Donc 2 touches, non, 2 touches ici, pardon. Donc du coup, moins 1 d'armure. Donc une des 2 touches est absorbée par l'armure qui reste à Icarus. Et je dois lancer un dé pour essayer de l'absorber. Et je l'absorbe, c'est bon. Ensuite, l'autre ennemi qui s'active, c'est le diablotin vert qui arrive là, lui. Il fait ça.
Diablotin vert. Hop. Il était à une zone, il attaque avec Griffe. Griffe, c'est 2 dés rouges. Donc là, ils n'ont pas de bonus parce qu'ils ne contrôlent pas la zone, ils ne dominent pas. Icarus compte pour 2. Donc ça, c'est plutôt un bon pouvoir, celui d'Icarus, la présence dominante, là. Ouh là là, par contre, il est colère, le Diablotin rouge. Il fait 4 touches. Donc, 4 touches. Il n'y a pas de malus d'armure sur le Diablotin vert. Donc, 4 touches. 1, 2 sont absorbées par les armures. Et du coup, il me reste 2 touches à faire. Donc là, il faut que je lance 2 dés bleus pour voir si j'arrive à les absorber. Et c'est une catastrophe parce que je n'absorbe aucune des 2 touches. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me prendre 2 blessures. Donc j'arrive à 4 points de vie sur 6. Ok, là ça commence à piquer un petit peu des fesses. Et je vais perdre au hasard une de mes 2 piécettes. Parce que le gobelin est voleur, et dès qu'il me fait déblesser, je perds une piécette. Donc je perds, je perds mes 10 pièces d'or. Ok. C'est la fin du tour donc des coups d'Icarus, il a fait tout ce qu'il a pu. Alors, maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est Auriel, il faut que je sois sûr de le one-shot, lui. Par contre, il m'a infligé... Ah, putain, j'ai pas vu. Il a fait des diablotins ou pas Ah, je me rappelle plus. Est-ce qu'il a fait des diablotins lorsqu'il a tapé Icarus, lui? En tout cas, c'est sûr qu'il a fait feu 2. Donc j'ai au moins un feu 2 sur Icarus. Putain, ce qui m'embête un petit peu, c'est ça. C'est que si jamais Icarus, Auriel arrive à le tuer ou moins le blesser, Icarus va se prendre une blessure. Donc il sera 6 à 5 sur 6. Et après, il mourra à cause du feu. Donc faut pas que Auriel aille tuer le diablotin, là. Comment faire pour m'en sortir? Ou alors, il faut que je sois sûr de le one-shot, le diablotin. Alors, est-ce que la maîtrise des flammes d'Auriel peut faire en sorte que ça le tue? J'ai quand même moins une touche avec le malus de l'événement. Ah oui, mais non, même si je le tue en un coup, lui va se prendre une blessure, donc il sera à 5, et le feu va le tuer, il va le faire passer à 6 au prochain tour. Après, bon, s'il meurt, c'est pas très grave en soi, parce qu'il est que niveau 1. Donc, du coup, même s'il meurt, j'ai envie de dire... Alors, si c'est grave s'il meurt, mais même s'il meurt, enfin, je veux dire, ça me coûtera qu'un point d'un pour le faire revenir à la vie. Il va revenir à la vie ici, c'est un petit peu loin quand même. Après, pour le faire revenir. Donc, peut-être après, essayer plutôt d'ouvrir cette porte-là pour voir ça, avoir ce truc-là. Mais le problème, c'est que je peux pas... De toute façon, au pire, le diablotin, même au tour d'après, enfin, il va le tuer, quoi. Donc, dans tous les cas, Icarus, il meurt. Donc du coup, Auriel va donner tout ce qu'elle peut. Elle va se mettre juste derrière, là. Non, elle va se mettre avec Torgar. Parce qu'après, sa baguette tape à 2. Donc si je veux pouvoir taper avec la baguette, il faut que je sois sûr de mon coup. Donc, elle va lancer sa maîtrise des flammes, Auriel sur le diablotin rouge. Tant pis pour Icarus, elle sacrifie son compagnon pour être sûre de le tuer. Donc du coup, elle lance un dé bleu, 3 dés rouges. Voilà. Je charge pas mon attaque parce que je veux la garder pour plus tard. Par contre, j'ai quand même un malus de -1 avec ça. Et... Ah non, mais non, je vais dire qu'Icarus, non, il domine pas la zone, pas du tout. Donc, bon. Alors, fais voir. Qu'est-ce que je fais comme dégâts? Alors. Pas grand-chose. Donc, je suis au moins un feu 1. Je vais mettre un feu 1 sur le diablotin. Ça, c'est plutôt cool de lui mettre un feu 1 sur le diablotin. Ça veut dire qu'il va quand même prendre un point de dégâts, quoi qu'il arrive. Attends, donc j'ai quand même moins une touche pour le malus. Donc ça fait une touche, 2 touches, feu 1. Deux touches, feu 1, c'est ça. Hein. Donc feu 1, il poste là. 2 touches, une touche est absorbée par l'armure. L'autre, il faut que je lance un dé pour savoir un peu ce qui se passe. Elle est absorbée. Du coup, finalement, je m'en sors pas trop mal parce que... bon, je ne lui fais pas de dégâts. Mais au moins, je vais appliquer un petit effet de feu qui va prendre un dégât automatique au prochain tour.
Bon, il va quand même tuer Icarus, mais bon. Bon. Donc ça, c'est fait pour le feu d'Oriel. Et Oriel, il y aurait son action spéciale qu'elle va utiliser. Elle va utiliser son action spéciale pour jouer son sceptre. Donc, j'ai une touche, un des rouges, un des bleus. Et là, je fais déjà beaucoup plus de choses, beaucoup plus sympathique ce que je fais là, ce que j'arrive à faire. Une touche, deux touches, trois touches, en zone. C'est-à-dire que le diablotin qui est là, il meurt. Parce que je ciblais lui, mais du coup, ça devient une attaque de zone. Donc tout ce qui est dans la zone prend 3 touches. Une touche, deux touches, 3 touches. Donc le diablotin, il meurt. Donc déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était pas prévu au programme, mais c'est une bonne nouvelle. Et il me drop un petit point d'âme. Et donc je fais une touche, deux touches, 3 touches contre lui. Ah non, il meurt pas. Il meurt pas. Autant pour moi. Il meurt pas, il meurt pas, il meurt pas. Donc tu reviens, diablotin, hop, hop, il meurt pas. Par contre, il est à 2 points de vie. Il meurt pas parce qu'il y a toujours le malus de moins une touche qui est là-bas, que j'ai oublié de compter. Donc, une touche, deux touches, trois touches en zone. 3 touches en zone, ben ça fait que 2 blessures, ça fait que 2 touches parce qu'il y a le malus de moins 1. Donc tu meurs pas. Ah, flûte. Et donc là, tu prends, toi, une touche, donc tu prends que 2 touches. Sur ces 2 touches, une est absorbée par l'armure, donc j'en ai une à te faire. Tu l'absorbes pas, donc tu prends une blessure. Et c'est toujours ça de prix, c'est pas mal, je préfère. Icarus, du coup, prend une blessure, il tombe à 5 points de vie. Malheureusement, Icarus va mourir avant. Mais bon. Fin du tour d'Oriel, on active les ennemis. Un ennemi est activé, sinon générer un ennemi. Alors un ennemi est activé, vu que c'est Oriel qui a joué, elle n'a pas d'ennemi à gérer, donc on active celui qui est après, c'est le diablotin rouge. Voilà. Diablotin rouge, il va attaquer donc Icarus, avec tout ce qu'il a. Il fait, il fait pas grand chose finalement, il fait une touche, et c'est tout. Il fait que des éclairs, donc là il fait qu'une touche, à moins 1 d'armure. La touche est absorbée complètement par ses armures, donc le bouclier et la côte de maille, ça c'est bon. C'est la fin du tour, on passe à une nouvelle phase d'événement. Donc on défausse ce petit moins 1 là, c'est ce qui était indiqué. Donc maintenant j'ai plus de moins 1 ici, et on retourne celle-là dans la défausse. Le problème c'est qu'on va passer en phase de préparation. Phase de préparation, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends un dégât du feu et tu meurs. Parce que tu es à 5 points de vie sur 6. Donc tu passes en forme éthérée. Et tu meurs. Voilà, malheureusement. Icarus n'a pas survécu. Toi, du coup, tu fais comme ça, tu réactives ça. Ça, c'est réactivé. Et Oriel, elle réactive son aspiration vitale, ça et ça. Ok, donc toi, tu es en forme spectrale. Donc pour l'instant, tu restes comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire... Attends, et si toi, le feu hop disparaît, tu prends un point de dégâts. Donc tu arrives à 3. Voilà. Donc Icarus, qu'est-ce qu'il peut faire? Icarus, lui, ce qui m'embête un petit peu avec Icarus, c'est que 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, après, il peut se téléporter. Lui. Il va faire une réincarnation pour aller là, de toute façon. Tour d'après, c'est ce qu'il va faire. Une réincarnation pour aller là. Il va rester ici pour l'instant. On le fera jouer à la fin. Par contre, on va faire jouer Oriel. Non, ah oui. Alors, le problème, c'est si je fais jouer Oriel va arriver là et il va être la cible du diablotin. Parce que le problème, c'est que son aspiration vitale porte à une case. Donc, du coup, c'est Torgar. Torgar, il se pose pas de questions. Putain, mais du coup, il va aller dans la zone, là. De toute façon, il faut essayer de le one-shot, cette espèce de saloperie diablotin. Donc, Torgar, il fait 1, 2, il rentre dedans. Non, attends, non, je sais. C'est Icarus qui va commencer. Icarus, il va faire son cri spectral pour repousser un ennemi ciblé. Donc l'ennemi ciblé qui est là, je vais le repousser, le rouge, je vais l'amener ici. Voilà. Et après, je vais faire ma réincarnation. C'est que je vais me téléporter ici. Hop là, en réincarnation. Comme ça m'a rapproché de toi Oriel,
qui va pouvoir, du coup, lancer son inspiration vitale à bout portant. Donc là, j'ai un dé rouge, 2 dés bleus. Alors, c'est pas forcément la meilleure attaque pour essayer de le tomber, mais bon, j'ai plus de malus, c'est plutôt une bonne chose. Et j'utilise pas mon action spéciale, parce qu'après, je retire ma baguette après. Donc là, j'ai ça, sur le diablotin rouge qui est ici. Je fais, ça c'est plutôt cool, ce qui se passe là. Je fais une touche, 2 touches, 3 touches, mortel 3. Alors, mortel 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un truc qu'on n'a pas encore vu, parce que c'est pas activé encore, mais mortel 3. Mortel 3, déduisez la valeur d'armure aux touches, sauf si le défenseur est KO ou que les touches sont mortelles. Donc les touches étant mortelles, donc j'ai 3 touches mortelles. Mortel 3, c'est avec 3 touches mortelles. Donc 1, 2, 3. L'éclair qui est là, j'utilise pour faire du mortel 3. 1, 2, 3, mortel 3. Ça veut dire que pour les touches mortelles, l'armure est ignorée et je crois que les dés de défense ne sont pas lancés. Attends, il faut que je lise les règles par rapport à ça. À chaque fois, le mortel, je me plante dans l'activation, mais je crois que quand une touche est mortelle, tu ne lances pas les dés de défense. Enfin, en tout cas, pour les touches mortelles, c'est... Où ça... Attends, ça ignore les armes... Voilà, c'est fouillé. Oh, c'est où, ça? Arme spirit... Objet compagnon... Alors, où sont les attaques? Dans ce livre... Voilà, santé... KO mortel. L'effet mortel procure une force irrésistible aux touches d'une attaque. Cet effet s'applique soit à toutes les touches d'une attaque portant la mention mortelle, soit uniquement à certaines d'entre elles, par exemple mortel 1, 2 ou 5. Dans le cas, seul nombre indiqué de touches est considéré comme mortel. Les touches restantes sont donc normales. L'effet mortel donc fonctionne uniquement si l'attaquant obtient au moins une touche. Voilà, c'est ça. Quand une attaque inflige des touches de type mortel, elles doivent être résolues avant les touches normales. Chaque touche mortelle ignore les étapes 2 et 4 de la défense, c'est-à-dire la valeur d'armure est ignorée et les dés bleus ne sont pas lancés contre mortel. Ça veut dire que j'ai 3 touches mortelles, donc 1, 2, 3. Et en faisant ça, c'est mortel. 3 touches mortelles, donc l'armure est ignorée et il ne lance pas de dés de défense, ce qui fait que ça lui fait 3 touches directement, 3 blessures et il meurt. Et ça, c'est plutôt bonnard. Donc, vu que lui, il est mort, je m'aurais fait là. Donc, il drop 3 points d'âme, finalement. Donc, 1 point d'âme supplémentaire, donc il fait 3 points d'âme lâchés. Ça, c'est plutôt sympathique. Comme ça, la mort des Carus sera un petit peu compensée. Et au lieu de dropper que 2 bourriches, il va dropper 3 bourriches. Et après, on le retire du jeu. Donc, les bourriches, les petites bourriches, elles sont là. Donc 3, 1, 2 et 3. Hop, et il meurt. Et on le retire de la partie. Voilà. Du coup, Auriel, elle a fait que son attaque, elle ne s'est pas déplacée encore. De toute façon, ce qu'elle va faire, elle va faire une attaque maintenant. Donc l'aspiration de vie, c'est fait. Elle va utiliser son sceptre pour attaquer le diablotin qui est ici. Donc faire une touche, plus un des rouges, un des bleus. Ben, il fait une attaque de zone, mais au moins à une touche. Ça suffit à le tuer, vu qu'il n'a plus qu'une blessure. Donc ça, c'est bon. Il meurt. Donc je le remets là, pardon. Hop, il me donne un petit point d'âme, lui. Donc on a beaucoup de points d'âme, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, ça va me coûter un point d'âme pour refaire revenir Torgar et Icarus à la vie. Du coup, toi t'es mort. Du coup, Auriel, qu'est-ce qu'elle fait? Auriel, donc attends, je lis un truc. Tous les ennemis sont morts, on se retrouve au 1-11. Quelle boucherie! Les héros sortent gagnants de ce combat, mais couverts de sang. Ils se demandent si ce bâtiment ne servait pas à cacher les activités meurtrières de la compagnie dans la ville et que les diablotins présents étaient de charger, et faute de frappe, enfin je le dise, étaient de charger de faire disparaître les corps. En sortant du bâtiment, l'odeur pestilentielle imprègne encore les vêtements. Souvenez-vous, vos vêtements sont imprégnés d'une odeur pestilentielle. Voilà, donc j'ai bien fait d'aller là-dedans parce que, a priori, il va se passer des trucs avec l'odeur pestilentielle des vêtements. Donc Auriel, elle va faire un mouvement. Elle va regarder tout ce qu'il y a dans les bourses. 20 pièces d'or, 50 pièces d'or et un trésor. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va
les pièces d'or, elle va pas les prendre, elle va les mettre par terre pour que Torgar vienne les chercher juste après. Voilà. Parce que si jamais il se passe quelque chose, donc 20 pièces d'or et 50 pièces d'or, je veux dire. Donc les 20, elle les prend. Voilà. Et elle va tirer une carte trésor. Voilà. Donc carte trésor, on prend la première de la pile, et c'est quoi? C'est la boussole d'errance. Un artefact, donc c'est défensif, charge 2. On applique l'effet sinon une carte rencontre qui vient d'être pochée au lieu d'appliquer son effet principal. Ça c'est plutôt cool. Tiens, c'est un nouvel objet d'ailleurs, c'est un objet qui vient avec Victoria, ça. Donc c'est cool, donc elle le prend puis elle l'équipe directement. Donc voilà, ça permet de filtrer un peu le deck de rencontre. Ça a 2 charges, écoute, c'est un objet, voilà, c'est un artefact qui a une petite utilité, pas dégueulasse. Et après, je vois que j'ai quand même 2 coffres ici, donc du coup, bah, c'est Torgar qui va être en charge d'aller les ouvrir. Donc, hop, fin du tour d'Auriel, début du tour de Torgar. Alors, Torgar, il va faire 1 pour prendre ça. Il va faire 2 et 3, il va se mettre là, et il va utiliser son action spéciale pour ouvrir ce coffre-ci. Voilà. Donc, on va ouvrir ce coffre-là. D'abord, on tire une carte piège, parce qu'un coffre, c'est une carte piège, forcément. Oh putain. On génère un ennemi par random du héros ayant le plus random. Donc, on va générer un ennemi. Donc, bah, randomisé par 2, donc ils sont tous en 1. Donc, du coup, on va générer un random. Un ennemi ici va être généré. Donc, on va générer, hop, celui qui reste là, c'est un pillard vert qui va être généré ici. Ils se demandent ce qu'il fait là, le pillard vert, mais il est généré là. Voilà. Donc, c'est Torgar qui joue. Ok, et du coup, je vais piocher un des 3 trésors qui est ici et voir un peu ce que je trouve. Parmi ces 3 trésors-là, lequel je vais pouvoir récupérer. Quitte à avoir une ordre présidentielle, autant prendre son temps pour aller chercher les trésors. On trouve 2 trésors, ça c'est cool. Donc Torgar va pouvoir, dans ce coffre-là en tout cas, ramasser 2 trésors. Donc là je le défausse, et je prends les 2 cartes trésors. 1, 5 couronnes, 50 couronnes, 2, et le portail, ah ça c'est très très bon ça. C'est très bon. Donc je garde 50 pièces d'or que je les prends sur moi. Ça fait quoi? Ça c'est le... une fois par quête, les héros peuvent immédiatement visiter l'Imperium. Portail de retour à la ville. Donc je défausse les pièces d'or que j'ai trouvées. Ça fait quoi? Grosso modo, c'est-à-dire que, bah, en utilisant une action spéciale, n'importe quand, plein moment d'un combat si j'ai envie, je téléporte tout le monde dans la ville pour aller visiter l'Imperium. Donc ça veut dire que je peux partager, après, bah, visiter l'Imperium. Moi, quand je visite l'Imperium, en fait, grosso modo, sauf quand c'est un marchand qui est à un endroit spécifique, et quand on te dit, voilà, le personnage du marchand peut aller visiter l'Imperium, là tout le monde y va, donc je mets en commun l'argent, et du coup tout le monde peut acheter. Donc une action spéciale, donc du coup tout le monde va pouvoir aller à l'Imperium pour acheter de l'équipement. Donc c'est-à-dire que j'ai en besace, en or sur tout le monde, là, j'ai quoi? J'ai 5, 100, 10, 115, j'ai 115, 115, 125, 135 pièces d'or. Donc ça c'est plutôt cool, 135 pièces d'or. Ok. Donc Torgar a fini son tour de jeu. Ah par contre on active Coco Lastico qui est là-bas. On l'oublie pas, lui. Et si Icarus aussi il a fait son tour de jeu. Du coup, vu qu'il a généré un ennemi, on l'active là-bas l'ennemi. On va voir un peu ce qu'il fait. Tous les ennemis verts sont activés. Donc bah, lui il s'active. Alors le pillard du coup, bah, il est un petit peu à la traîne le pillard. Donc hop. Donc le pillard, il se déplace de 2 zones vers les ennemis les plus proches. Donc bah, du coup, il va faire 1-2, il va arriver là-bas. Voilà. Et on fait une nouvelle phase d'événement. Du coup, parce que tous mes héros ont joué, on fait une nouvelle phase d'événement. Phase d'événement, c'est quoi? C'est le jour. Donc on le met là. On résout les effets, les effets de jour décrits dans le livre des comptes et on pivote tous les pouvoirs de 1. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que le pouvoir de Auriel... Pourquoi il est sur 3 son pouvoir à lui là? C'est sur 2. Le pouvoir de... Attends, il y a un truc que j'ai pas bien fait, je pense, là. Donc il doit être comme ça, lui. Le pouvoir d'Auriel est comme ça. Drain de vie qu'elle a utilisé, parce que le maître des flammes, il devait être réactivé. Avec le maître des flammes maintenant, normalement, avec mon roulement. Au pire, s'il n'était pas réactivé, au pire, il est comme ça. Donc bon, c'est pas bien grave. Ok. Et on applique l'effet jour. L'effet jour dans le livre des règles, qu'est-ce qu'il me dit quand c'est le jour? Quand c'est le jour, je cherche. C'est le jour. Où sont les règles spéciales quand c'est le jour? Aucun effet. Ok, donc là c'est le jour. Ok, donc je réactive tout mon petit monde et on va faire une petite pause parce qu'on est à peu près à mi-partie, je pense.
Voilà. Et je vous retrouve un peu plus tard pour une autre partie, pour continuer cette partie. Salut, salut!